Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu du PBTA, d'accord? Donc, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Stone Top, un jeu que je viens de... Hop là, je vais mettre un peu plus de lumière. Spa. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Stone Top, un jeu que je viens de découvrir, dont je ne connaissais pas l'existence, ni même le développement, ni même la gestation. Et j'ai encore avancé dans ma lecture depuis la dernière vidéo, et voilà, je suis terrifié à cette idée. Je crois que ce jeu est vraiment incroyable. Je vais y jouer très prochainement. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas touché à des PBTA et que j'ai eu quelques mauvaises expériences avec les PBTA, j'essaye de me remettre un peu là-dedans. Et puis, je me dis que mes vidéos sur Dungeon World, les anciennes, ont quand même très mal vieilli, donc c'est pas gênant de réexpliquer un petit peu les choses. Ça me permet de me rafraîchir les idées, en plus au passage de faire d'une pierre deux coups. Aussi, cette vidéo permettra, je pense, peut-être d'être un peu... de servir de fondation si je dois faire d'autres vidéos où je parle de Stone Top, pour pas avoir à tout réexpliquer sur les bases, en gros, des mécaniques de jeu PBTA. Donc, voilà, on est parti. Ça va être un peu théorique, hein. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'effets spéciaux. On est chez Le Bon MJ. Aucune qualité visuelle particulière, à part le tableau. On ira après. Donc, en gros, c'est quoi un jeu Powered by the Apocalypse? Vous avez peut-être déjà entendu Powered by the Apocalypse, tout ça. Peut-être que vous y avez jamais joué. Peut-être que vous avez entendu des débats houleux autour de cela, puisqu'il y a un contexte à la création des jeux Powered by the Apocalypse. Ça s'est fait... si je dis pas n'importe quoi, dans les années 90, sur des forums, il y avait beaucoup de conversations théoriques et tout. Ça a créé des gangs qui se sont un peu tapés. Il y a des gens qui sont absolument fanas, Matrixed, Powered by the Apocalypse. Il y a des gens qui détestent ça, tout ça. On va pas rentrer là-dedans. We are grown-ups. Dans mon explication, je vais un peu partir sur des comparaisons, évidemment, pour pouvoir un peu mieux définir ce que sont les grands principes des jeux Powered by the Apocalypse. Et pour ça, je vais fonctionner un petit peu en comparaison avec Donjons et Dragons, évidemment, puisque c'est le jeu le plus connu. Mais en réalité, pas mal des choses que je vais dire par rapport à Donjons et Dragons s'appliquent à d'autres jeux un petit peu traditionnels. Si les jeux Powered by the Apocalypse sont un petit peu une sorte d'identité qui les décale par rapport à un jeu comme Dragonbane, Brigandine et Tutti Quanti, c'est pour plusieurs raisons qu'on va voir, en gros. Alors attention, aussi, un deuxième truc que je voudrais dire, c'est que dans ce que je vais vous dire, il y a peut-être des trucs où vous allez vous dire moi je joue à Donjons et Dragons et je fais ça aussi. Ici, on est bel et bien là pour parler de la mécanique. C'est-à-dire qu'en jeu de rôle, il faut différencier, je pense, ce que vous trouvez dans votre bouquin, si vous en avez un, parce que il faut aussi prendre en compte que dans le jeu de rôle, plein de gens ne jouent pas en fait avec des livres de règles existants. Et c'est complètement OK. Et beaucoup de gens transforment leurs livres de règles existants. Parce que le jeu de rôle, c'est aussi une sorte de... Enfin, c'est une pratique. C'est pas une sorte de... C'est une pratique. Le jeu de rôle, ça ne sont pas les livres. Donc, dans ce paradigme-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais parler des mécaniques des jeux Powered by the Apocalypse, c'est de la même façon que je parlerai des mécaniques de n'importe quel jeu, parler des outils qui sont donnés. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans les jeux Powered by the Apocalypse, et qui va probablement vous faire tiquer, si vous ne connaissez pas du tout, c'est que les jeux PBTA souvent se sont construits en partant de choses qu'on voyait dans la pratique et en essayant de les codifier sous forme de mécanique. Là où beaucoup de jeux, en fait, sont écrits en étant une combinaison d'une description d'un univers, en fait. On nous raconte un univers, ses histoires, ses machins, ses pays, ses bidules. Et ensuite, on a des systèmes purement de résolution à côté, qui eux sont plus dans une approche un peu ludique et qui par exemple ne prennent pas en compte tant que ça nos descriptions, etc. Et en général, à la fin de des jeux écrits comme ça, on va avoir par exemple des conseils OMJ du genre si un joueur fait une très bonne description, récompensez-le, etc. Donc en fait, ce sont des jeux qui nous donnaient des mécaniques souvent inspirées, typiquement pour Donjons et Dragons, des wargames, de ce genre de choses, puis des conseils pour le MJ. Parce que dans ces jeux-là, on accepte, entre guillemets, que les joueurs et le MJ, en fait, fassent de la narration dans les creux du jeu. Au début, ça va être écrit, le but du jeu, c'est de raconter une histoire, blablabla. Ensuite, toutes les mécaniques que vous allez avoir ne vont pas forcément être là pour raconter une histoire, ou pousser à le faire, mais plutôt pour arbitrer, trancher la fiction à certains moments. Mais bon, j'y reviens. Quoi qu'il en soit, ici, on parle des mécaniques. Donc, c'est quoi les jeux PBTA il y a, que vous pourriez peut-être connaître. Il y a Dungeon World, il y a Apocalypse World, Monster Hearts, Avatar Legends récemment il y a eu. Donc ça, c'est quand même des assez gros noms. Masks. Donc tout ça, ce sont des jeux qui sont un peu les descendants, si je me plante pas, il y a peut-être un autre ancêtre commun, mais qui descendent un petit peu d'Apocalypse World, du coup,
qui est un peu le premier, et c'est pour ça que derrière on dit Powered by the Apocalypse, parce que c'est des jeux un peu qui héritent de Apocalypse World. Après, on a des jeux qui dérivent plus, comme comme pour D&D par exemple, avec les jeux OSR qui dérivent, ou même plein de jeux. Donc en fait, au début, vous avez D&D 1, quoi, basique, là. Et après, vous avez plusieurs éditions de D&D, puis vous avez des embranchements qui s'écartent, genre Pathfinder, nous on a Chronique oubliée, etc. Donc voilà, ça c'était pour capter que Powered by the Apocalypse, ça vient de Apocalypse World. Donc après, ouais, il y a des jeux qui dérivent plus fort et qui se différencient plus des jeux Powered by the Apocalypse, genre par exemple Blades in the Dark, qui part de là, mais au final, maintenant, Blades in the Dark, il a créé une sorte d'autre catégorie de jeux qu'on aime à dire Forged in the Dark. Donc c'est des jeux qui s'inspirent de Powered by the Apocalypse, mais qui ont quand même pas mal changé, pas mal dérivé, et donc qui ont recréé une autre famille. Donc voilà, les jeux Powered by the Apocalypse, c'est une sorte de famille. Ils partagent pas réellement un système commun. C'est-à-dire que chaque jeu Powered by the Apocalypse n'est pas un jeu partie tiers qui s'inscrit dans la gamme, dans la licence Powered by the Apocalypse, vous voyez. Par exemple, Dungeon World, qui est probablement le plus connu, qui est un enfant de Apocalypse World. Ça n'est pas une extension d'Apocalypse World, ça n'est pas un setting pour Apocalypse World, ça n'est pas une campagne pour Apocalypse World. Ce sont bien des jeux différents, mais qui ont une ADN commune. On pourrait dire que c'est une sorte de label, je sais pas honnêtement. Et donc ça a rencontré un certain succès, et Vincent Baker, il me semble, je crois que c'est Vincent le boulanger, qui a créé Apocalypse World, du coup, a autorisé, en gros, la réutilisation de ces mécaniques sous licence ouverte. Et c'est pour ça que ça a donné lieu à des dizaines de jeux différents. Et donc, avant qu'on continue d'avancer, un autre truc que je voudrais dire, c'est que, par exemple, moi, je me suis un peu cassé les dents sur Dungeon World à l'époque. Je découvrais Dungeon World au moment où j'ai fait mes premières vidéos sur Dungeon World, donc je crois que c'était il y a bientôt 5 ans. Oh my god! Mais j'ai pas complètement lâché depuis. J'ai rejoué à d'autres jeux comme Fantasy World, alors j'ai dû faire 2 sessions honnêtement sur Fantasy World, j'ai pas accroché plus que ça. Il y a un autre jeu dont le nom m'échappe, mais qui était créé par Mathieu de la chaîne YouTube JDR Lab, auquel j'avais joué, ça c'était pas mal. J'ai joué à Iron Thorn aussi, qui est pour le coup déjà plus un dérivé décalé des PBTA. Puis, bien sûr, j'ai joué à 2D6 plus Bullshit, qui en fait, honnêtement, revient un peu à jouer à... Je crois que c'est un jeu qui s'appelle Defy Danger. Donc en gros, c'est jouer juste avec un seul move de PBTA, quoi. Donc j'ai joué à des dérivés, des trucs dans la famille des PBTA, mais je me souviens quand même que ma première expérience, celle de Dungeon World, je m'étais un peu cassé les dents dessus. Probablement que je développerai pourquoi au fur et à mesure. Mais ça m'a pas empêché de continuer à en lire et à m'intéresser à ces choses. J'ai lu Freebooters and the Frontier, j'ai lu un autre jeu, honnêtement je sais plus comment il s'appelle, qui avait l'air vraiment rigolo, où on jouait sur plusieurs, sur plusieurs générations, mais je suis pas sûr, genre dans un contexte post-apo, enfin bref. Donc j'essaierai, quand je repérerai dans mon explication des moments où pour moi ça a un peu frotté au début, parce qu'effectivement, comme les PBTA sont vraiment pas écrits de la même manière que d'autres jeux, il peut y avoir une friction, donc j'essaierai de regarder, d'identifier ces points de friction en avançant. Moi, si je vous refais tout ça, comme je disais, c'est parce que je suis archi hypé par Stone Top, donc ce qui est un nouveau jeu PBTA qui a plus de 13 ans de gestation, il me semble, et qui est vraiment très très proche justement du mal-aimé, du désavoué Dungeon World de mon côté, que j'avais adoré lire, beaucoup moins jouer. Là, c'est 13 ans après Dungeon... Enfin non, c'est pas 13 ans après Dungeon World, j'ai n'importe quoi. C'est beaucoup plus longtemps que ça après Dungeon World. Mais c'est 13 ans de gestation pour Stone Top. Et déjà, j'ai un regard neuf qui me donne envie de me relancer dedans. Mais aussi, je pense qu'avec les nombreuses lectures que j'ai pu faire d'autres PBTA, sans même y jouer nécessairement, il y a beaucoup des caractéristiques des PBTA qui me repoussent moins qu'avant, parce qu'elles me sont moins... étrangère, on va dire. Tout simplement, Stone Top, je pense qu'il va terminer le game du jeu de rôle, d'accord ? Donc attention, cette vidéo prépare à l'effondrement de la civilisation. Non, bon allez, on arrête. Alors, donc maintenant on commence à rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la philosophie de base un petit peu des PBTA, ce qui peut un peu qui influence un petit peu la construction, de comment c'est foutu. On n'est toujours pas dans la mécanique, attention. De toute façon, il y a des chapitrages si vous voulez avancer. Et d'ailleurs, avant qu'on continue, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien sûr, mesdames et messieurs. Appuyez sur le pouce. Appuyez. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien, honnêtement. Donc, un des premiers principes des PBTA qu'on retrouve souvent dans leur première page, qui a un héritage, qui peut honnêtement être questionné,
sur sa pertinence aujourd'hui, par exemple, c'est le terme play to find out. Donc en gros, l'idée c'est que vous allez jouer pour voir, pour découvrir ce qui va se passer. Pourquoi ils écrivent ça dans leur bouquin? Parce que dans D&D ou dans pas mal de jeux des années 90, ce qui se passait beaucoup, c'est que le MJ préparait beaucoup son aventure, son scénario, un peu en branchement et tout. Il préparait les lieux, les ennemis, les intrigues, les indices. Il préparait en fait tout pour essayer de créer un truc dans lequel ces joueurs allaient naviguer, presque comme un labyrinthe un peu. Voilà, le MJ préparait beaucoup de choses, peut-être même... il anticipait, voire il était à l'époque, clairement même encore aujourd'hui, dans certaines campagnes de Warhammer que j'ai chez moi, il est encouragé à annuler certaines actions des PJ, réduire les conséquences de ce qu'ils font, etc. etc. Non pas pour une forme de pur confort ou pour une histoire de pacing, vous voyez, de rythme, etc. Mais parfois pour protéger même en fait l'intégrité du scénario. Donc vraiment le cœur du design de certains jeux de l'époque, c'était ce scénario. Alors évidemment, à chaque fois, il se passait des choses différentes dedans, mais c'était vraiment ça le centre. Alors que le jeu PBTA, dans la manière dont il est écrit, en fait, nous invite vraiment beaucoup plus à jouer en improvisant. Pas sans aucune préparation. Il faut se préparer en lisant les règles. Le MJ peut même préparer des choses, des éléments du monde, etc. Mais voilà. À l'époque, ça, c'était, je pense que c'était un marqueur de différenciation, plutôt lié d'ailleurs au game design lui-même que vraiment à ce qui se passe aux tables de jeu de rôle, parce que de tout temps, il y a eu des gens qui jouaient sans scénario. Vous voyez ce que je veux dire? Sans truc trop préétabli, trop dirigé, quoi. Mais bref. Donc cette phrase, évidemment, peut facilement paraître surfaite, parce qu'on joue, quel que soit le jeu auquel on joue pour découvrir ce qui va se passer durant la partie. Hein. Mais... c'est plutôt une question de degré. Dans certains contextes, et surtout pour les MJ, la manière dont ils jouent, c'est pas tellement pour découvrir ce qui va se passer, c'est pour essayer de faire vivre l'histoire qu'ils ont préparée à leurs joueurs. Du coup, dans ce paradigme, ça, on s'en rend pas toujours compte, mais ça influence les joueurs qui, eux aussi, dans leur tête, se mettent à jouer en essayant de comprendre le scénario du MJ, savoir comment avancer dans le scénario du MJ, avec derrière des sortes de petites injonctions discrètes du type « Ah, il faut que je respecte le scénario du MJ, les trucs intéressants qu'il a préparés, il faut que je les trouve, donc il vaut mieux que je reste dans son scénario à lui, etc. etc. » Donc c'est ça un peu je dirais le spectre, quoi. Dungeon World, il serait plutôt du côté non, préparez pas trop de scénarios, un peu sandbox. Donc forcément, vous comprenez bien que ça m'intéresse un petit peu. Après, moi, là où j'ai eu de la friction, voilà, on arrive déjà à la friction, avec par exemple Dungeon World, c'est que les jeux PBTA arrivent quand même avec un cadre assez poussé. Et en fait, leur mécanique tombe très très vite à l'eau si vous sortez de ce cadre. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, quel que soit le scénario auquel on joue, que ce soit une enquête, que ce soit machin, quel que soit le truc, j'ai mes sortes de compétences qui peuvent me servir un petit peu partout, vous voyez. Donc, quelle que soit la direction où on va, je sais que je pourrais facilement faire un petit jet de D20, un petit machin, un petit bidule. Enfin, en fait, il y a un côté un peu simu qui fait que même si la majorité des règles concernent le combat tactique, et même si ce sera beaucoup moins... J'ai le sentiment que je peux un peu aller n'importe où, même si ce sera bien sûr beaucoup moins intéressant, je serai complètement moins aidé, je vais devoir compenser énormément si mes joueurs décident de jouer à la dinette avec Donjons et Dragons, d'accord ? Mais Donjons et Dragons, je dirais, dans son game design, est un peu moins spécialisé parfois que le PBTA. En tout cas, c'est le ressenti à la lecture. Et quand j'avais joué à Dungeon World, enfin, à l'époque, et que je l'avais lu, déjà, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs qui étaient écrits qui étaient comme des évidences. C'est un peu ce côté... c'est pas parce que c'est évident que ça vaut pas le coup de l'écrire, parce que quand on l'écrit, ça apporte une forme de clarté. Et genre dans Dungeon World, il y avait plein de choses que je faisais dans Donjons et Dragons sur lesquelles on mettait des mots, qu'on théorisait, qu'on rendait plus intéressant. Donc ça m'avait plu. Par contre, à côté de ça, Dungeon World cherchait justement à recapturer, entre guillemets, ce que faisait Donjons et Dragons, ce que je trouve être un paradigme assez étrange, et qui m'a un peu repoussé, parce que en fait, en commençant à jouer à Dungeon World, je me suis rendu compte, selon moi, à quel point Dungeon World il arrivait chargé de tropes de Donjons et Dragons avec lesquels j'avais pas envie de jouer, mais qui étaient inscrits littéralement sur la fiche de perso en énorme, genre les alignements, tous les trucs un peu orientés dungeon crawl. En fait, je trouvais que, au lieu que ce soit un PBTA qui essayait de récupérer un genre littéraire, vous voyez, d'arriver avec sa propre proposition, comme il essayait de recréer Donjons et Dragons, il y avait ce truc, genre, cette friction, je me disais, mais pourquoi je joue pas à Donjons et Dragons du coup? Je sais pas comment dire. Mais c'est mon ressenti. Mais voilà, en fait, Dungeon World, je trouvais qu'il y avait
un carcan que j'aimais pas et que je trouvais pas dans Donjons et Dragons. C'est ça en fait qui est marrant. Mais là où je voulais en venir, parce que j'ai fortement dérivé, c'est que oui, les PBTA sont là pour jouer, pour voir ce qui va se passer, comme un peu tous les jeux de rôle, quoi. Mais oui aussi, les PBTA ont un agenda. Ce sont des jeux qui sont construits pour qu'on raconte un type particulier d'histoire. Donc on va pas... C'est pas juste une clé qui s'ouvre vers d'infinies possibilités. Vous voyez ? Sinon, il n'y aurait pas plusieurs PBTA. À chaque fois, ils ont quand même les règles sont là pour créer une sorte de cadre. Donc on va voir ce qui va se passer dans le sein de ce cadre. Donc en fait, in fine, ce sont juste des jeux de rôle, quoi. Ok, ensuite on va passer à fiction first versus mécanique first. Alors, en gros, donc on est toujours dans un truc assez théorique qui concerne toujours le game design, d'accord ? L'idée, c'est que dans tous les jeux de rôle, on raconte une histoire, en fait, et on ponctue cette histoire de G2D et d'activation de la mécanique. Mais il y a certains jeux de rôle où la mécanique précède un petit peu la fiction, c'est-à-dire que c'est la mécanique qui dicte la fiction plus que l'inverse. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'ils sont mécanique first. Tandis que s'ils sont fiction first, you know, c'est la fiction qui va activer la mécanique en quelque sorte. Donc c'est très théorique, mais je pense que ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en gros, si quand vous jouez à un jeu Powered by the Apocalypse, vous ne décrivez pas assez, vous ne racontez pas assez ce qui se passe, ça s'enraye complètement. En fait, si vous racontez pas l'histoire pendant que vous jouez à un jeu Powered by the Apocalypse, la partie s'arrête. Parce que c'est fiction first. Il faut fournir la fiction pour que le jeu s'active. Parce que toutes les mécaniques, en fait, fonctionnent avec des déclencheurs. Donc là, on va avoir besoin du tableau, par contre. En gros, dans D&D, qui est plutôt un jeu mécanique first... Oula, j'ai pas bien écrit. Ok, ça, c'est D&D. Et ben, si mon bonhomme est là, vous voyez, et que là, il y a un monstre... Ça, c'est un monstre. Et ben mon joueur peut ne rien raconter, dire prendre son pion, le déplacer sur le plateau quadrillé, par exemple. Touc, ça c'est le parcours qu'il doit faire. Hop, là il arrive au contact du monstre. Ensuite, il jette son D20, il a toujours rien raconté dans l'histoire. Il rajoute son bonus, il dépasse la CA. Oh, et ben il enlève des HP au dragon, d'accord ? Donc je dis pas que c'est comme ça que se passe une partie de Donjons et Dragons. On parle bien des mécaniques. Dans cette séquence de Donjons et Dragons, je n'ai pas eu à raconter l'histoire. Je pouvais juste me déplacer, faire tac, 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 des 20, boum. Allez, moins 16 points de vie. Aucune histoire racontée ici. Évidemment, comme on le disait plus tôt, en creux de D&D, aujourd'hui, on a tendance à tous raconter des choses autour, à décrire les coups, à faire la voix de nos personnages, etc., etc. Mais tout ça, ça n'est pas inscrit, on va dire, dans la mécanique de D&D, quoi. C'est pour ça qu'on peut appeler ça une forme de compensation ou de jeu en creux, genre on fait des trucs qui ne sont pas dans les règles du jeu en fait. Décrire mon coup ne fait pas partie des règles du jeu, n'impacte pas non plus les règles du jeu, d'accord ? Dans un jeu Powered by the Apocalypse, genre Fiction First quoi, eh bien mon PJ va devoir, déjà en général il n'y a pas de grille etc, ça c'est une chose, mon PJ dans un PBTA la même séquence, donc il y a mon PJ et un monstre, en fait déjà, il va pas y avoir de mode combat qui s'active. En fait, on raconte l'histoire. Donc je te dis, alors que tu t'approches de l'entrée du mausolée, une ombre jaillit d'en dehors du couloir. Elle a une forme comme ectoplasmique. D'un seul coup, elle se dresse sur ses pattes arrière, gigantesques, et elle commence à tendre une main griffue vers toi, le visage figé, sans émotion, prête à arracher ton cœur. Que fais-tu ? Donc là, je raconte l'histoire, ok, de manière un peu intense. Et là, le gars en face de moi, s'il dit j'attaque, eh ben je suis pas obligé en tant que MJ par la mécanique, d'accord ? Je peux prendre dans tous les jeux, les MJ prennent plein de liberté. Mais ici, en gros, la mécanique me dit pas bah normalement tu jettes un D20 et tu fais tes dégâts, vous voyez ? Donc je suis dans mon bon droit entre guillemets par rapport au système. Si je dis tu mets un coup dans sa main, c'est totalement inutile et désormais ses doigts s'étendent tels des ombres étranges autour de ton bras. Parce que, en fait, j'ai décrit que, je sais pas moi, comme cette créature est ectoplasmique et tutti quanti, lui mettre genre juste un coup d'épée comme ça en disant « J'attaque !» Ça ne fait rien. D'ailleurs, je pourrais même dire, ensuite mon PJ il va peut-être dire comme le truc ectoplasmique s'enroule autour de son bras, je mets des grands coups d'épée, vous voyez, on est en train de raconter l'histoire toujours. Je mets des grands coups d'épée pour essayer de couper le bras là, qui s'étend ectoplasmique qui est sur moi. Et là, au lieu de lui dire
bah tu combats, enfin tu fais un jet qui va pouvoir faire des dégâts au monstre, je vais lui faire une sorte de jet de sauvegarde de PBTA, entre guillemets, qui est une mécanique qui s'appelle Defy Danger, qui sert à éviter un danger, vous voyez. Et donc même si avec son épée, schlac, il coupe le bras du monstre, ça ne va pas forcément lui faire de dégâts, ça sert juste à l'éloigner du monstre. Donc en fait, entre guillemets, les mécaniques qu'on appelle des moves, ici, dans un PBTA, souvent traduit en français par manœuvre, s'active après l'histoire. L'histoire est là. Ensuite, on regarde le trigger du move, vous voyez. C'est le déclencheur du move, quoi. On résout le move parce qu'il a été déclenché, et puis on retourne à l'histoire. Et ce trigger, là, c'est un élément fictionnel. C'est pas un PJ qui dit « je utilise le move bidule ». Dans Donjons & Dragons, le PJ, il dit « j'attaque », et quand il dit « j'attaque », il y a une mécanique pour attaquer. Et donc, il a juste besoin de dire « j'attaque », d'appuyer sur le bouton « j'attaque » pour activer son truc. Okay. Dans Donjons & Dragons, si j'ai un sort de lumière... peut-être c'est écrit « ce sort de lumière fait blabliblou ». Okay. Donc, en fait, le joueur, il peut dire « je caste », il appuie sur le bouton du sort de lumière, « je caste lumière ». Tandis que, dans un PBTA, le sort lumière, par exemple, il serait écrit en disant... J'en sais rien, moi. Lorsque vous incantez à voix haute en agitant vos bras vers les cieux, alors jetez les dés. En fait, ce serait le move lumière, vous voyez, donc le sort lumière. Donc c'est seulement quand j'aurai, entre guillemets, fait le déclencheur, on aura raconté dans l'histoire que j'ai fait le déclencheur du move lumière, qu'on va activer le jet de dés du move lumière, vous voyez. Là, c'est seulement quand mon joueur m'aura suffisamment bien décrit ce qu'il veut faire que je vais savoir quel move activer. Tandis que dans Donjons & Dragons, il peut se contenter de dire « j'attaque, j'attaque, j'attaque ». Donc si mon joueur, quand il décrit son assaut sur le monstre, il dit « ok, j'attends que le monstre approche pour lui mettre un coup, je suis en position défensive », ça ne va pas activer le même move, le fait qu'il décrive ça, que s'il avait dit « je fonce tête baissée vers le monstre, la garde basse, la tête en avant, pour essayer de réduire la distance avec lui ». Et ça ne va pas non plus être le même move qui va être activé s'il dit « j'essaye de monter dans les hauteurs de la tour pour avoir le high ground sur le monstre », vous voyez, être au-dessus de lui et pouvoir ensuite peut-être lui sauter dessus, etc. Et il ne va pas choisir le move « je veux obtenir le high ground », il ne va pas choisir le move « je défends », il va décrire son move. Et ensuite, c'est le jeu, ou enfin la table, qui va... regarder le jeu, qui doit avoir en tête les moves et se dire « ah là, ça devrait déclencher ceci, ça devrait déclencher cela ». Donc là, il y a encore une forme d'arbitrage, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a encore une forme d'arbitrage là-dedans, de liberté qui peuvent être prises, et on en reparlera après. Donc j'ai un peu anticipé l'histoire des moves, mais voilà un peu la logique fiction first, mécanique first. Dans un jeu fiction first, vous devez absolument raconter l'histoire, décrire ce qui se passe pour savoir quel move activer. Donc raconter une histoire devient une nécessité. Dans un jeu Mechanic First, raconter une histoire ne devient pas une nécessité. On pourrait se contenter de pas d'écrire, jeter les dés, et l'histoire continuerait d'avancer, elle pourrait se passer dans notre tête. Hein. Et on pourrait bien sûr raconter une histoire, mais c'est quelque chose comme cosmétique qui vient s'ajouter par-dessus le jeu, qui de fait aujourd'hui est devenu quelque chose qu'on fait dans la pratique, mais qui n'est pas inscrit dans les règles du jeu en fait. Un autre truc qu'on retrouve dans beaucoup de jeux PBTA, c'est le fait d'avoir des agendas en tant que joueur et en tant que MJ. C'est-à-dire qu'on va avoir des principes. Alors, c'est des choses, encore une fois, qu'on retrouve dans d'autres jeux qui ne sont pas PBTA, qui ne sont pas du tout l'apanage des PBTA. Et par contre, on retrouve dans quasiment tous les PBTA, c'est-à-dire que les joueurs, ça va être écrit voici ce que vous devriez faire, voici ce que vous devriez faire pour que le jeu se passe bien. Et le MJ, c'est la même chose. Et ça ne sont pas des conseils au MJ qui viennent à la fin, conseils au MJ sur comment gérer le truc, genre encouragez vos joueurs à décrire... demandez à vos joueurs machin truc en dernier. Non, c'est plutôt en premier, parce que l'idée dans la rédaction, c'est de se dire, et à juste titre je pense, que si par exemple on veut raconter une histoire de tel ou tel type, genre une histoire à la super-héroïque par exemple, et ben autant le rendre explicite dès le début. Et il y a aussi un côté où en fait on définit un peu mieux les responsabilités de chacun pour que le jeu fonctionne bien. Parce que dans beaucoup de jeux traditionnels, en fait, le MJ contrôle énormément de choses. D'ailleurs, il a des conseils qui typiquement vont lui dire ne respectez pas les règles lorsque vous voulez faire d'autres trucs, qui vont arriver très très tôt dans le livre. Dans les PBTA, en vrai, on a ça aussi. À la fin de Dungeon World, et je crois, mais en tout cas à la fin de Stone Top que je lis en ce moment,
c'est écrit qu'on peut créer des nouveaux moves, qu'on peut modifier des moves, qu'on peut modifier les mécaniques comme dans n'importe quel jeu de rôle, mais c'est plutôt quelque chose qui est mis à la fin, en gros pour une fois que vous avez commencé à jouer et à maîtriser le jeu, n'hésitez pas à commencer à le modifier et tout, tandis que dans beaucoup de jeux, vous voyez, c'est plutôt très tôt que c'est écrit si ces règles ne vous conviennent pas, faites-en ce que vous voulez, et tutti quanti. Donc on voit qu'il y a quand même un petit décalage dans la philosophie, et que le jeu PBTA, il essaye quand même de se poser. Moi, j'aimais bien cette expression que j'utilise pour tous les jeux. En fait, moi, peu importe le jeu auquel je joue, j'essaye de respecter le principe suivant, c'est que le jeu, c'est comme un troisième joueur à la table. Il peut avoir plus ou moins de place, mais c'est pas juste une béquille, en fait. Moi, j'ai tendance à aimer, quand je joue à un jeu, le considérer comme une entité à part entière. Évidemment, en cours de campagne, peut-être, ce jeu va quitter la table. Comme un joueur, en fait. Vous voyez. Mais au début, on essaye de jouer avec lui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient nous mettre des contraintes qui, si ce jeu n'existait pas, et ben, en fait, toutes les responsabilités, potentiellement, sur l'autorité narrative dans la partie, seraient complètement disputées par les joueurs et le MJ. Et donc, on se retrouverait à devoir vraiment beaucoup discuter de ça aussi. C'est-à-dire que, par défaut, la convention en jeu de rôle, c'est le MJ, il a toujours raison. Enfin, genre, je veux dire, il y a des t-shirts où c'est écrit. Moi, personnellement, je trouve ça un peu cata. Mais c'est pas comme ça que je conçois le truc. Mais cette autorité narrative, elle bouge beaucoup, en fait, d'une table à une autre. Moi, j'ai tendance à préférer les jeux avec MJ, où il y a un MJ qui a un peu plus d'autorité, honnêtement. Mais j'ai vu par endroits des jeux qui prenaient pas plus ça en compte qu'autre chose, d'ailleurs. Ou des tables où honnêtement je trouvais ça très très flou en fait, qui a la responsabilité de quoi et comment on fait pour savoir si on réussit ou non une action. On a un peu l'impression que c'est le MJ qui décide, et ce genre de flou là, moi, il m'est pas forcément hyper agréable, notamment sur le long terme. J'aime bien qu'on puisse au moins en discuter, donc j'aime pas que ce soit une sorte de convention, quoi. Que le MJ, un peu par défaut, il contrôle tout, que du coup ça me force à poser plein de questions, comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc je trouve qu'il y a une sorte de perte d'efficacité. Mais par exemple, même dans des jeux OSR aujourd'hui, je pense notamment au jeu Knave par Ben Milton, et ben on a des principes dès le début du livre, alors que c'est pas du tout un jeu PBT, hein. Et ben on a les principes dès le début du livre de les joueurs devraient essayer de faire ceci, cela, 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 et le MJ devrait faire ceci, cela, cela, cela. Et ça, personnellement, je trouve ça très très cool. Encore une fois, donc, ce n'est pas l'apanage des jeux PBTA. Ça a été repris, revu, et ça tombe, ça les précède. Je n'en sais rien, j'ai pas lu tous les jeux de rôle existants, d'ailleurs. D'accord ? Je trouve qu'en fait, c'est important que ce soit explicite. Peu importe la forme de partage d'autorité narrative qu'on va avoir, je trouve que c'est important que ce soit explicite au début de la partie. Donc par exemple, dans un PBTA, ça va être écrit « Le MJ doit remplir la vie des joueurs, enfin des personnages joueurs, d'aventure, il doit leur poser des questions et utiliser les réponses, construire un petit peu le monde autour d'eux et tout. » Et les joueurs, par exemple, ça va être dire... Ça va être écrit, j'en sais rien moi, il faut incarner son personnage, il faut décrire ce qu'il fait, il faut être vigilant sur le spotlight, donc la répartition du temps, c'est-à-dire que d'un côté on nous dit il faut décrire ce qu'on fait, parce qu'on est dans un jeu fiction first, donc si on raconte pas ce qu'on fait, on n'active pas les moves, et d'un autre côté on nous dit faut quand même faire gaffe aux gens autour de soi, parce que si je te dis juste décris ce que tu fais, tu peux décrire des choses pendant une demi-heure et nous bloquer le jeu aussi. Donc en fait on nous dit quand même, voilà comment les comportements en fait attendus qui vont faire que tout va filer, quoi. Ce ne sont pas des règles robotiques. Vous doutez bien que jouer pour voir ce que les personnages deviennent, par exemple, c'est pas une mécanique hyper précise, genre comme fais des phrases de moins de 30 mots, quoi. On n'en est pas là, ok ? Mais tout ça, ça fait partie de la philosophie du truc. Ensuite, il y a un autre truc qui revient souvent, c'est être un peu fan des personnages. En gros, ce principe, c'est un peu dire que dans les PBTA, mais comme dans beaucoup de jeux de rôle, honnêtement, il y a de moins en moins de jeux de rôle où il y a un côté adversarial, donc d'affrontement entre le MJ et les PJ, etc. Donc c'est pareil, tous ces trucs ont un peu vieilli quand même, sont moins waouh. On écrit noir sur blanc un truc qui faisait que flotter dans les conversations. Le côté être fan des personnages, c'est en gros... Le MJ protège pas les personnages, mais en fait, il veut voir leur histoire se développer, et donc en fait, il leur propose des situations douloureuses ou non, etc., sans chercher à les faire gagner, ni sans chercher à les faire perdre. Le MJ, par exemple, je sais pas, va apprendre que la guerrière a une sœur dont elle est responsable, donc devrait l'avoir noté quelque part pour l'utiliser comme une sorte de levier de chantage narratif, créer des situations en fait où ces relations, ce qu'on a raconté, va être testé, plutôt qu'en fait genre concevoir par exemple une sorte de donjon
pour challenger les joueurs, vous voyez. C'est pas vraiment exactement le même design. Genre quand je crée un donjon qui a un challenge pour les joueurs, ça veut pas dire que j'ai prévu un truc pour forcément tuer les joueurs quoi qu'il arrive, parce que sinon je gagne forcément, je suis MJ, d'accord? En fait, j'ai créé un challenge et je veux voir comment eux, ils font face à ce challenge et comment ils injectent quelque chose dedans. Tandis que dans un jeu PBTA, on m'encourage à plus être regardant de ce que veulent faire les personnages, etc. et à créer des choses pour qu'ils le fassent et pour appuyer les thèmes qu'ils veulent mettre en avant et tout. Donc encore une fois, aujourd'hui, dans 90% des parties de jeux de rôle, je pense que c'est ce que les gens font. Ok, on a passé une nouvelle étape, on a passé la grande étape sur la philosophie, et on va rentrer dans un nouveau chapitre qui sont les mécaniques clés. Donc là, on entre vraiment dans la mécanique parce que, pour l'instant, vous dites « Waouh, on parle vraiment des mécaniques du PBTA là ?» J'ai envie de vous dire que oui quand même, parce que pour moi, toute cette structure est importante à comprendre justement pour qu'ensuite toutes les mécaniques fonctionnent. Donc les mécaniques clés du PBTA, on l'a dit, il y a les moves. Donc les moves, qu'est-ce que c'est? Dans un PBTA, en fait, vous allez, la majorité du temps, jeter 2d6 plus une stat. Et si vous faites 10 ou plus, vous allez avoir une super réussite. Wouhou, c'est génial, c'est super. Si vous faites 7 ou 9, vous allez avoir une réussite avec complication, ou un succès partiel. Enfin bref, on va mettre réussite avec complication. Ou avec un coup. Enfin bref, ça va être quelque chose qui n'est pas 100% positif. Et sur un 6-, c'est le MJ qui va faire un move un peu... Alors, le terme move me révulse un peu. MJ move, il a comme ça différentes possibilités de trucs pour venir emmerder les PJ. Et c'est quand les PJ vont faire un 6- sur un move qui va pouvoir vraiment y aller, quoi. Parmi ces moves, il y a des moves soft ou gentils, quoi. Il y a des moves hard ou violents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais écrire pour qu'on ait l'ensemble du flowchart? Et oui, et comme on le disait plus tôt, les moves là, donc avant le moment où on fait un jet de dés, c'est pour ce qu'on a activé, entre guillemets, un déclencheur, un trigger en fait. Parce qu'on a raconté l'histoire, là il y a l'histoire, et en fait tout ça sont des conséquences sur l'histoire. Donc là on a à peu près la structure de notre move, ok? Donc tout ça c'est la structure d'un move. Donc avant de vous expliquer la structure d'un move, je vous ai expliqué donc la structure du jet de dés. Grosso modo, on l'a dit, vos jets de dés ils vont se faire avec 2d6 plus stats, et vos stats vont en général aller de -1 à +4, +3 pardon. Sachant que parfois vous allez dans certains PBTA pouvoir jeter avec un avantage, donc jeter 3d6 et garder le meilleur résultat, ou dans certains PBTA vous allez avoir un +1 votre prochain jet, tout ça. Mais voilà, on a une range mathématique qui est beaucoup plus faible qu'un Donjon Dragon, donc déjà la granularité du jet de dés est plus faible en termes de nombre de résultats différents. Par contre, la granularité, enfin le nombre de conséquences différentes possibles, on nous en propose des tonnes. C'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on est plus guidé pour aller en chercher des traits différents. Le jeu est aussi moins swingy, c'est-à-dire que 2d6, statistiquement, ça fait que au lieu de... Si vous jetez un d20, vos chances de faire un 1, un 2, un 3, un 4 sont égales, vous voyez. Les chances de faire tous les différents résultats, c'est 5%. Okay, un d20, le résultat 1, il a 5% de chance de sortir. Le résultat 2, il a 5% de chance de sortir, etc. Donc, c'est très swingy. Parce que quand on jette le D20, on sait vraiment pas... C'est très difficile de prédire le résultat qu'il va faire, en fait. Dans un jeu où on jette 2d6, c'est beaucoup moins swingy, parce que on va être sur quelque chose d'un peu plus comme ça. Les résultats faibles, genre 2, avec 2d6, j'ai une chance sur 36, parce qu'il y a 36 combinaisons avec 2d6. Faire un 2, j'ai une chance sur 36 de faire un 2. J'ai aussi une chance sur 36 de faire un 12, par la même. Donc, les résultats extrêmes sont beaucoup plus faibles, tandis que les résultats... médian ou moyen, enfin les résultats genre 7 en fait, c'est le résultat qui a le plus de chances de sortir sur un jet avec 2d6, d'accord? Donc si je jette à +0, vous voyez, si je jette à +0 avec 2d6, j'ai beaucoup de chances de faire un 7 et donc de tomber sur une réussite avec complication. Et ça c'est voulu parce que on veut un jeu qui est moins là pour valider nos réussites et nos échecs parce qu'on est en train de voir si on arrive à surmonter un challenge. On est plutôt dans une logique de jeu qui essaie de faire avancer, créer une sorte d'histoire avec des rebondissements, etc. Où la situation change fréquemment, on se retrouve rarement bloqué. Donc, les maths essayent de faire en sorte qu'on tombe sur 7-9. Après, avec +1, +2, +3, vous comprenez bien que si par exemple j'ai +3, et que le résultat de 2d6, la moyenne c'est toujours 7, mais 7 + 3, c'est 10. Donc en fait, si je suis très fort dans ma stat, en moyenne, je vais beaucoup réussir et je vais quasiment plus jamais faire un 6-, c'est-à-dire
faire une action où je n'obtiens rien de positif et où c'est le MJ, je suis complètement à la merci du MJ, quoi. Donc ça, c'était un peu les maths, ok? En grosso merdo. Ensuite, là, sur les résultats 10+, 7, 9, 6 moins, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ça dépend de chaque move. En général, les moves, ils vont vous dire, de manière relativement précise, qu'est-ce que fait un 10+. Donc un 10+, c'est genre vous obtenez ce que vous vouliez, etc. lorsque vous avez activé ce move. Donc, par exemple, si le move, c'est... j'ai jeté les dés à un moment donné pour voir si j'allais battre un adversaire en combat, bah probablement qu'à ce moment-là, je vais lui faire mes dégâts et je ne vais pas subir de dégâts en retour, tout va bien se passer. Tandis que sur un 7-9, ce qui va se passer, c'est que probablement je vais faire mes dégâts aussi, mais je vais avoir plusieurs choix. Par exemple, je vais pouvoir choisir de réduire mes dégâts. En général, je vais obtenir à peu près ce que je veux, mais avec une sorte de contrepartie. Parfois, je vais devoir choisir parmi plusieurs options. Par exemple, quand j'attaque avec un 7-9, peut-être que je vais avoir le choix entre abîmer mon équipement, entre prendre un coup en retour, entre être dans une très mauvaise posture, etc. Donc en fait, je vais parvenir à faire mon action, mais ça va être mitigé. Et soit je vais devoir payer quelque chose, soit je vais devoir choisir entre deux options qui me plaisent pas trop. Ça dépend vraiment du move. Et si je fais 6 moins, c'est le MJ qui va faire un move. Donc là, le MJ, de ce point de vue-là, on reste dans un dispositif qui est relativement traditionnel. Hein. C'est quand même un jeu où le MJ a beaucoup de son mot à dire. C'est pas un jeu machine, genre on peut se passer du MJ, on pourrait jouer complètement sans MJ, honnêtement. Enfin, on peut, comme pour n'importe quel jeu de rôle. Mais le MJ a bien son mot à dire dans un PBTA, ça c'est une certitude. Déjà, à partir du moment où un joueur fait 6 moins, en vrai, le MJ a license to kill, quoi. En vrai, s'il le souhaitait, il pourrait simplement dire au PJ, tu te prends un coup derrière la tête, t'es mort. Alors, attention, parce que parmi tous les moves qu'il va pouvoir faire, il peut faire, ça peut être des trucs genre prenez-leur un objet, ça peut être séparez-les de leur groupe. En gros, il y a des trucs pour vous inspirer dans les moves de MJ, mais le mot d'ordre, c'est que le MJ peut choisir autant de moves qu'il le souhaite. C'est-à-dire que à partir du moment où un joueur fait un 6-, c'est pas juste mon monstre t'inflige des dégâts. Si on a établi que ce monstre est gigantesque et tout, que c'est un dragon par exemple, et que t'es arrivé pas préparé, sans armure, t'es tout seul et tout, honnêtement, je pourrais dire, le dragon te croque, tu es mort. En tant que MJ sur un 6-. Donc, il y a beaucoup de responsabilités pour le MJ ici. Mais, certes, il a beaucoup de responsabilités, mais il a aussi beaucoup de guidelines et de conseils. Ça, c'est vraiment un truc dans les PBTA qui fait exploser le nombre de pages d'un livre PBTA en général, parce que la mécanique en soi ne prend pas 50 000 ans. Hein. Mais il y a énormément de conseils et tout sur comment faire ça, sur comment en fait être un bon... quelqu'un qui... On va dire qu'il y a énormément d'outils justement pour venir en soutien, et ça je pense que c'est pour ça que je trouve que c'est excellent de lire un jeu PBTA quand on est MJ, peu importe le jeu auquel on va jouer, vous lisez Dungeon World, vous allez avoir plein d'idées, de trucs qui vont vous faire réfléchir, parce que il y a des tonnes et des tonnes de... pas de conseils sur qu'est-ce que vous devez faire exactement, mais plein de pistes sur comment vous pourriez faire, et qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc je reviens un petit peu à ce que je disais, le MJ, à partir du moment où il y a un 6-, il a une totale liberté, mais il doit quand même suivre son agenda, c'est-à-dire que normalement il doit être fan des personnages. Donc si par exemple le MJ dit, on est à la première seconde de la session, d'accord ? Il y a un joueur qui essaie de sauter au-dessus d'un ravin, et il fait un 6-. Si le MJ dit « tu tombes dans le trou, t'es mort », ça, c'est pas ouf. Donc probablement qu'il va faire un move plus soft. C'est ça la différence entre les soft et les hard moves. Un premier soft move, ce serait de dire « il y a un ravin devant vous ». Par exemple, les PJ décrivent ce qu'ils font, le MJ est invité à faire un soft move. Un soft move, ça peut être d'écrire ce qu'il y a devant les PJ. Donc, vous voyez, c'est très codifié. On vient vraiment mettre des termes précis sur des choses qu'on fait naturellement à la base. Et c'est pas grave. Si jamais on meurt tous, vous voyez, si jamais tout le monde venait à mourir, d'accord, tous les rôlistes, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un livre PBTA qui ait survécu, parce que ça permettrait à quelqu'un dans le futur qui a jamais vu d'actual play ni lu de livre de jeu de rôle de voir un peu, de récupérer pas mal de connaissances, vous voyez. Donc, on te prend un peu pour un débile, mais au moins il y a tout. Et du coup, tu dis, ok, il y a un ravin, c'est un peu un soft move. Ton joueur, il va essayer de sauter au-dessus du ravin. Tu vas dire, ok, sauter au-dessus de ce ravin, c'est dangereux. Vu ce que tu as décrit, j'imagine qu'on va y aller avec dextérité, parce que tu essaies de faire un saut. Donc tu as activé, tu as trigger le move défier le danger, qui est écrit genre, quand un PJ essaye de faire une action pour éviter un danger, grosso modo, déterminez comment il le fait, puis faites un jet. Donc en fait, ça c'est un peu le jet de sauvegarde de Donjons et Dragons, quoi. Donc il fait un jet de dextérité pour sauter au-dessus du schmilblick, parce qu'il a décidé de sauter comme un taré. Il fait son jet de dés. Sur un 7, il passe de l'autre côté. Sur un 7-9, peut-être qu'il passe de l'autre côté, mais il a un équipement qui tombe. Ou alors que le MJ va lui dire, t'as deux choix. Soit tu passes de l'autre côté, mais t'as un équipement qui tombe. Soit ton équipement, il tombe pas,
mais tu restes suspendu au bord du ravin. Vous voyez, ça c'est un peu un délire 7-9. Sur un 6 mois, là, le MJ, il a plusieurs possibilités. Soit il dit tu tombes dans le ravin et t'es mort, mais vu qu'il n'y a pas eu trop de build-up dans la situation, vous voyez, on voulait juste traverser un ravin, on n'était pas en plein combat contre un dragon et tout, le climax était hyper haut, ça peut sembler un peu violent de dire tu tombes et t'es mort. Dans d'autres circonstances, quand on est dans une action enflammée et tout, ça peut commencer à avoir du sens de faire mourir le personnage là-dessus. Et c'est, entre guillemets, le banc droit du maître du jeu. Donc là, on va dire qu'on n'était pas dans ce contexte-là, donc on va plutôt faire un soft move. Ce soft move, ça pourrait être, tu sautes de l'autre côté, mais ton sac à dos s'est détaché pendant le saut, t'avais mal attaché tes lanières, et donc il est tombé, et maintenant il est plus bas dans le ravin, accroché à une branche. En fait, ça réinvite à une nouvelle, potentiellement, action dangereuse, mais on a encore une marge de manœuvre. Faire un hard move, mais qui soit pas la mort du PJ qui tombe dans le ravin, ça aurait pu être, tu sautes par-dessus le ravin, toujours, tu meurs pas parce qu'on se dit, c'est pas, là, c'est un peu soude, quoi, mais, par contre, ton sac, avec toutes tes affaires, il est vraiment tombé au-dessus du ravin. En vrai, ça, c'est très très hard. Un autre hard move, ça pourrait être, tu sautes au-dessus du ravin et ton épée tombe au fond du ravin. Dans les deux cas, c'est un hard move, mais il y en a un peu moins hard que l'autre. C'est-à-dire que la différence un peu... Enfin, c'est subtil, hein. Ça se discute qu'est-ce qui est un hard move, un soft move très précisément. Mais grosso modo, la différence, c'est qu'un soft move, on a encore, entre guillemets, une opportunité d'agir. On a encore une opportunité de se rattraper, etc. Tandis qu'un hard move, c'est un peu plus définitif. Ça veut pas dire qu'on peut plus rien faire, hein. Si mon sac il tombe au fond du ravin, je peux dire je vais descendre au fond du ravin. Mais là, waouh, je donne une occasion en or à mon maître du jeu pour venir me mettre des bâtons dans les roues et me dire qu'en fait, au fond de ce ravin, c'est le début des ruines de la Moria et que ça va être chaud chaud chaud. Donc bref, j'espère que vous avez un peu capté le schmilblick à ce niveau-là. Donc ensuite, sur la construction d'un move, comme on le disait, il y a un déclencheur en général. En général, la stat qu'on va acheter, ce déclencheur, ça va être par exemple... ce déclencheur, en général, ça va être écrit quand tu fais X, c'est-à-dire quand tu racontes que ton personnage fait X, alors on jette les dés et blablabla. C'est un peu comme ça que c'est rédigé. Ça veut dire que il faut absolument que le PJ décrive ce qu'il fait avant qu'on puisse se dire que le move est activé. Il peut pas dire j'attaque ou je sais pas quoi. On en a déjà assez parlé. Je vais pas repasser 15 plombes dessus. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a une forme d'arbitrage, hein, il y a une forme d'interprétation, comme dans n'importe quelle règle de jeu de rôle. Et donc, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, c'est un peu une question d'interprétation. A priori, le MJ va avoir le dernier mot dessus. Mais dans un jeu PBTA, honnêtement, n'importe quel joueur pourrait quand même venir souligner qu'on a oublié d'activer un move. Genre, par exemple, un joueur, il fait un truc hyper dangereux. C'est pas forcément au MJ de dire « Ok, fais-moi un jet de dextérité », vous voyez. La question se pose tout autour de la table de est-ce qu'on n'a pas activé ce move lorsque tu as raconté ça. Ça, c'est aussi un truc qui change un petit peu. Et encore une fois, c'est un peu libre d'interprétation, honnêtement. Je pense que ça devrait être le MJ qui tranche à la fin, parce que dans ce sein-là, on reste encore sur un dispositif un peu traditionnel, et que ça pourrait être discuté à la fin de la partie, si on n'était pas tout à fait d'accord, si on a besoin de refaire une précision. Ça veut aussi dire que les moves ne s'activent pas automatiquement. Ils ont des déclencheurs, mais c'est pas automatique. Il n'y a pas une IA, un robot, je sais pas quoi, qui écoute la partie et qui dit « là, fais ça, là, fais ça, là, fais ça ». Donc ça, c'est aussi un moyen de laisser respirer un peu le jeu et aussi de trouver son style, en fait. Il va y avoir un style différent d'une table à une autre. Le jeu ne contrôle pas du tout, de manière très précise, votre style, à quel point c'est mortel, etc., puisqu'il y a des libertés. Et du coup... ça veut aussi dire que quand on entre dans une bibliothèque, qu'on consulte des archives, etc., si mon personnage, il sait lire, s'il a le temps, s'il n'y a pas d'enjeu dramatique, tout ça, de la même façon, le move va pas forcément s'activer. Et donc ça nous amène à un autre sujet, qui est le positionnement fictionnel. C'est probablement le concept le plus important, qui est utilisé dans tous les jeux de rôle, encore une fois, mais qui est un petit peu plus théorisé. On en a fait un objet dans les jeux Powered by the Apocalypse et encore plus, j'ai l'impression, dans les jeux Forged in the Dark, ils en parlent beaucoup aussi. Le positionnement fictionnel, c'est l'idée qu'en fait, là où t'es dans l'histoire, bah ça compte. Ça va de pair avec le fait que le jeu soit, en termes de game design, construit de manière fiction first. C'est-à-dire que si tu es à 100 mètres du dragon et que tu dis « je fonce sur le dragon pour l'attaquer », tu vas pas jeter le move clash qui te fait te battre au corps à corps avec le dragon. Ton positionnement fictionnel, c'est que pour l'instant, tu dois courir vers le dragon. Donc là, on n'a pas encore débloqué le move clash, au vu de ce positionnement fictionnel. Et le MJ,
il va dire, ok, tu commences à... Au lieu de le MJ de te dire, vas-y, jette un dé ou déplace-toi sur la grille, il va continuer à raconter l'histoire. Il va dire, ok, tu commences à courir vers le dragon. Ses ailes se déploient. Tu vois son thorax qui se remplit d'une sorte de magma. C'est perceptible de sous ses écailles. Sa gorge devient presque brûlante. Il va abattre ses flammes sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Là, le joueur reprend la parole. On n'est toujours pas dans un move. Le joueur peut-être va dire, ok, je vais me jeter sur derrière un rocher qu'on avait décrit plus tôt pour essayer d'éviter les flammes. Moi, je lui dis, le magma risque de pulvériser le rocher. Tu veux y aller? Il va peut-être dire, oui, j'y vais quand même, ou encore chercher une autre approche. On est toujours en train de discuter le positionnement fictionnel et de le repréciser ici. Si par exemple, il me dit, je vais derrière le rocher, oui, oui, alors que je lui ai dit que le magma pourrait pourrir le rocher, eh ben, il va activer le move Defy Danger, potentiellement. Peut-être le move se défendre, c'est discutable, parce qu'il s'est préparé à se défendre ou je sais pas quoi. Et en gros, vous voyez que c'est tout ce qu'on a raconté qui informe quelle mécanique on va activer. De la même façon, si par exemple, on n'avait pas trop décrit le terrain autour de soi, qui dit qu'il court vers le dragon, et que je lui dis que le dragon se prépare à cracher du feu, et qu'il me dit, je cherche à savoir où est-ce que je pourrais me cacher, trouver une position avantageuse. Par exemple, on pourrait faire le move, qui s'appelle Seek Information, un truc comme ça, qui va lui permettre en gros de poser des questions. Il va jeter les dés et en fonction de son résultat, on va établir plusieurs trucs dont il pourrait profiter. Alors, je pourrais éventuellement, honnêtement, si je veux gagner un peu de temps à ce moment-là, en tant que MJ, décrire plus de décors aussi, pour tout de suite lui donner la réponse sur la couverture pour garder un peu plus de rythme. C'est une possibilité, honnêtement. Par contre, ce qui serait vraiment pas logique, là, dans le cadre du PBTA, ce serait de lui dire non, t'as pas le temps, et boum, tu te prends des flammes dans la gueule. Je pourrais lui dire, vas-y, jette les dés pour trouver une couverture, mais tu vas le faire avec des avantages parce que ça se passe très très vite, par exemple. Mais c'est pas forcément l'idée non plus. Je pourrais lui dire, pour pouvoir mieux observer ton environnement, là, alors que t'es en train de courir comme un sagouin, il va falloir que tu te trouves une planque. En gros, il y a moins une économie, vous voyez, de une action par round très précise, etc. On est plus dans la narration. Et on cherche justement à déterminer, préciser notre positionnement fictionnel. Donc un exemple qui est très courant, c'est l'exemple du dragon à 16 points de vie. Donc l'exemple du dragon à 16 points de vie, dans Dungeon World, un dragon pourrait avoir 16 points de vie, vous voyez. La guerrière du groupe, dans votre groupe de PJ, elle fait 1d8 plus 2 de dégâts. Donc là vous vous dites, ah oui d'accord, elle peut tuer en 2 coups mon dragon à 16 points de vie. Dans Donjon Dragon, ce serait le cas. Dans Dungeon World, ça n'est pas le cas, parce que tout simplement, la guerrière du groupe ne peut pas dire « j'attaque le dragon » et lui faire 1d8 plus 2 de dégâts, comme ça. Elle doit raconter l'histoire de comment elle approche du dragon, etc., etc. Et donc, elle doit, entre guillemets, créer les conditions pour avoir le positionnement fictionnel qui va lui permettre de frapper le dragon. Donc le dragon, par exemple, il est perché sur un rebord, distrait, il regarde ailleurs. La guerrière pourrait dire, je sais pas moi, je grimpe silencieusement derrière lui, je saute sur son cou, et j'essaie de planter mon épée à deux mains, là, juste dans la racine du crâne, là, pour lui déboîter de la tête, ou lui planter dans l'œil. Si on était dans D&D, par exemple, la réponse, ce serait probablement, en fait, t'attaques, donc tu jettes tes dégâts. Éventuellement, tu jetterais avec avantage, parce que t'attaques par surprise, donc t'as plus de chances de toucher. Éventuellement, si t'es un voleur, t'as backstab, donc tu fais plus de dégâts quand tu fais ça. Dans un PBTA, la question, elle est pas vraiment pareille. Par exemple, si tu vises l'œil qui a un point vital, que t'es perché au-dessus de dragon, qui t'a pas encore vu, que tu mets tout ton poids dans ce coup, peut-être que ça va nous sembler cohérent que le dragon va mourir immédiatement. C'est le MJ qui va en fait valider cette fiction. Donc on voit bien que qu'il y a beaucoup de pouvoir entre les mains du MJ. Il y a un monde où ce dragon meurt sur le coup, sans même potentiellement jeter les dés, ou en faisant pas un jet, en tout cas un move qui s'appelle Clash, qui sert à faire se battre deux trucs au corps à corps, les faire lutter. On pourrait faire un jet de défier le danger, pour être discret, pour approcher le dragon. Et le risque ici, c'est d'être repéré par le dragon. Mais si on n'est pas repéré par le dragon, alors on saute, on plante son épée dans son œil et on le one-shot. Donc ça, c'est pareil. Hein. En OSR, il y a certaines personnes qui vous diront, en OSR, c'est pareil. Si votre voleur, il n'est pas repéré et tout, vous pouvez le planter. Donc cette question de positionnement fictionnel, encore une fois, n'est pas l'apanage du PBTA. Mais il est beaucoup plus théorisé, on va dire, dans le PBTA. Un autre truc avec le dragon à 16 points de vie, c'est aussi que le MJ peut, entre guillemets, créer des protections à son dragon. C'est-à-dire que, oui, il a 16 points de vie, donc si on fait 2 fois clash, et que les 2 fois ma barbare, elle arrive à faire 1d8 plus 2 points de dégâts et qu'elle a un peu de chance, elle peut two-shot le dragon. Mais, encore une fois,
on l'a vu dans l'exemple précédent avec le dragon qui charge son magma dans sa gorge et tout, on peut placer de l'enjeu à plein d'endroits différents en fonction de ce que la fiction nous raconte. C'est pour ça que un MJ, entre guillemets, qui veut, entre gros guillemets, hein, protéger son monstre, ou en tout cas qui veut par exemple rendre épique un combat contre un dragon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas augmenter les points de vie du dragon. Parce que s'il augmente les points de vie du dragon, on va faire clash en boucle pour baisser les points de vie du dragon. Ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va récupérer la narration, ce MJ, soit sur un 6-, soit à tout moment quand les joueurs regardent, attendent une réponse du MJ, à ce moment-là, il peut faire un truc. Il va toujours réétablir une fiction qui va créer un challenge. Donc par exemple, tu es loin du dragon. Donc avant de pouvoir frapper le dragon, tu dois d'abord traverser la zone qui te sépare du dragon, là où il crache du feu. Il peut aussi établir, vous voyez, ça c'est le truc qui vous fait un peu « Waouh !» Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le MJ est surpuissant. Mais oui, bien sûr qu'il est surpuissant dans un PBTA, le MJ. Puisque si, à un moment donné, il y a un PJ qui attaque le dragon, il a réussi à traverser le champ de bataille, il a esquivé les flammes du dragon avec un Defy Danger. Ensuite, il est arrivé au pied du dragon, je lui ai dit « Tu peux pas faire de dégâts au dragon, t'es beaucoup trop bas, en fait, par rapport à lui. Il faut que tu arrives à monter pour frapper, justement, ses parties vitales. Il est colossal. Ok, mon PJ fait un jet pour trouver un moyen d'escalader, tout, c'est encore... Ensuite, il y a un nouveau Defy Danger, bam, les flammes détruisent le bâtiment, il saute, l'épée entre les deux mains, j'arrive, motherfucking dragon, il frappe, et là, il fait un 6-. Je peux dire, au moment où t'allais frapper le dragon, tu réalises qu'il y a un magicien sur son dos que t'avais pas vu, parce qu'il est géant, le dragon, qui est là, et il lance un sort de barrière qui t'éjecte à Wall Again Beast to Fly. Et du coup, à partir de maintenant, eh ben, le dragon, il est encore plus dur à battre. Vous voyez? On n'a pas encore touché ses points de vie. On a établi une fiction de plus en plus compliquée. Maintenant, je dois trouver un moyen de passer la barrière créée par le magicien pour pouvoir frapper le dragon. De la même façon, au moment où je frappe le dragon, je pourrais dire, sur un 6-, ton épée se brise en tant que MJ et exprimer à ce moment-là, tu le sais, aucune des armes forgées dans ton village n'est capable de percer la peau de ce dragon. Et à partir de ce moment-là, je viens d'établir une faiblesse, une résistance pour le dragon, qui fait que je pourrais pas lui faire mes D8 plus 2 de dégâts, quoi qu'il arrive, tant que j'aurais pas trouvé une meilleure arme, trouvé un meilleur positionnement fictionnel. De la même manière, j'aurais pu le faire même en soft move, honnêtement. Assez tôt, c'est aussi une possibilité en soi. Je peux établir dans ma prep que les dragons, par exemple au moment où un PJ fait un jet, vous voyez, avant même qu'on aille affronter le dragon, un PJ fait un jet un peu sur un move qui sert à obtenir des connaissances. Et ce move dit, il va trouver, par exemple sur un 7-9 ou sur un 6-, le MJ va pouvoir faire un hard move sur un 6-, comme pour n'importe quel move. Sur un 7-9, potentiellement, le MJ va lui donner une information intéressante, mais pas immédiatement utile, et le PJ va devoir trouver un moyen de la rendre utile, par exemple, vous voyez. Je peux dire, en fait, le PJ fait son jet pour essayer de se souvenir des légendes sur les dragons, et comme il fait pas un super bon jet, j'introduis dans la fiction une nouvelle vérité, qui est, tu sais que les dragons, leurs écailles sont totalement impénétrables, avec des armes, les armes dont vous disposez dans votre village. Et là, c'est un fait maintenant. Et le joueur peut s'adapter et du coup même emmener l'histoire dans une direction intéressante, genre en disant on ne pourra jamais vaincre le dragon avec les armes dont on dispose. Du coup je vais faire un autre jet pour savoir où est-ce qu'on peut trouver des armes ou je sais pas quoi qui pourraient battre le dragon. Et là ça va nous générer de l'histoire puisqu'en fait on va se dire eh bien il y a les fées ou les nains ou les je sais pas quoi qui fabriquent des armes de fou. Ou bien les titans dans leurs anciennes cités avaient des armes incroyable, je sais pas quoi, et ça nous emmène dans une action. Vous voyez que tout ce remugle, toutes ces choses sont codifiées dans le game design, sont extrêmement riches. Ce sont des choses que tout le monde aurait pu faire à sa table, de toute évidence, mais là, vous êtes outillés. Un autre truc qui participe, je vais passer très très vite dessus, mais qui participe au positionnement fictionnel, ce sont les tags. Les tags, en gros, c'est des petites expressions rapides, justement, pour venir un petit peu planter le positionnement fictionnel un peu plus fort. Vous voyez, dire, si vous voulez que vos PJ, en gros... comment dire ? C'est une manière de rendre encore plus explicite certains éléments de la fiction. Par exemple, si vous dites à vos PJ que le dragon, il a une sorte de tag un peu écaille impénétrable, quoi, je dis n'importe quoi, c'est bien de l'écrire quelque part, potentiellement, à certains moments, pour s'assurer que c'est
qu'on le pose vraiment dans la fiction, pour appuyer l'idée. Si vous comptez, quand on va dire, vous avez l'impression que ces écailles ont l'air impénétrables, c'est un petit peu léger, vous voyez, c'est un peu léger, pour ensuite dire au PJ, ah bah je te l'avais dit que ces écailles étaient impénétrables, et que donc quand tu le frapperais, ça ne ferait rien. D'une certaine façon, les tags servent un petit peu à ça, quoi. Alors parfois, ils ont des effets mécaniques un petit peu plus précis, mais c'est des sortes de micro-expressions qui viennent nous préciser le positionnement fictionnel. Et donc de la même façon, une épée qui a indestructible comme tag, eh ben, c'est écrit qu'elle est indestructible, donc elle pourra pas être détruite. Et ça, on peut compter dessus. En fait, les tags viennent nous permettre, justement dans un jeu qui se concentre beaucoup sur le fait de raconter une histoire, donc potentiellement d'être assez... à faire pas mal de métaphores, d'utiliser le langage pour mettre l'emphase pour des choses, etc., etc., apporter de l'émotion. Eh bien, parfois ça peut être un peu confusant, et donc avoir les tags, ça nous permet d'éclaircir certains trucs et d'en faire un peu soit des garde-fous, soit des sortes de rappels de nos bons droits. Nos tags veulent dire quelque chose. Ils ne sont pas... En gros, un tag, c'est quelque chose qui n'est pas purement cosmétique. Alors, un autre élément qui est assez important dans beaucoup de PBTA, c'est que vous allez gagner de l'XP quand vous faites des 6 points. Tiens, tant qu'on est encore dans les moves et tutti quanti, je vais développer là-dessus. Vous allez souvent gagner de l'XP en faisant des 6 points. Ce qui peut sembler être un détail, mais qui ne l'est pas tout à fait. Parce que déjà, quand vous faites un 6 points, ça peut être très violent dans un PBTA. C'est-à-dire que le MJ, s'il y va toujours avec le dos de la cuillère, il risque pas de se passer grand-chose. Hein. Donc, le 6 mois, c'est un moment où le MJ peut y aller. Il a un peu, comme je le disais, une grande force de frappe, dont il a la responsabilité. Mais vous gagnez une XP en contrepartie. Et donc ça, c'est un petit peu, entre guillemets, votre lot de consolation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous faites un 6 mois, et que vous gagnez un XP, ben, il y a un jeu où, en tant que joueur, dans les scènes qui sont pas encore trop dramatiques, vous voyez, genre par exemple, je fais un jet pour convaincre un gars au village, je sais pas quoi, vous voyez. On n'est pas sur une scène où je peux crever, quoi. Dans les scènes où l'intégrité physique de votre personnage n'est pas immédiatement menacée, par exemple. Ou les scènes où on est en train, encore pas mal, de faire émerger la fiction. On attend de voir quels vont être nos premiers problèmes et tout. Vous pourriez être tenté de Play Toulouse un petit peu. C'est-à-dire, enfin, de Play Toulouse, façon de parler. De faire des jets où vous n'êtes pas bon. Essayez d'inciter ça un peu auprès de votre MJ. Et comme ça, vous aurez peut-être plus de chances de faire des 6 mois, parce que vous allez jeter avec des stats où vous n'êtes pas bon et tout. Et donc, vous pourriez gagner de l'XP. Ça, c'est... Voilà, c'était à noter. C'est un peu détail, mais voilà. Un autre truc à noter, ce sont les playbooks. Donc, les playbooks, qu'est-ce que c'est? Les playbooks, c'est en gros les fiches de personnages de PBTA. Donc ça, c'était aussi un de mes gros freins, je dois vous avouer, sur les PBTA. J'avais dit que j'essaierais de relever les points de friction que j'ai dans les PBTA. Le playbook, qu'est-ce que ça fait? Le playbook, c'est en gros un template un petit peu de personnages. Par exemple, dans Stone Top, on a le playbook du Marshall. Donc c'est pas tout à fait des classes, vous allez voir. Le Marshall, plus j'avance dans la vidéo, vous voyez, plus je fais des dessins grands. Genre, on a commencé comme ça. On est ici. Quand j'écris Marshall, ça fait cette taille, putain. C'est incroyable. Qu'est-ce que je fous? Le Marshall, c'est un peu le chef de la milice, etc. Le Heavy, c'est un peu le gros bourrin. Voilà. Donc en gros, le premier niveau de compréhension, on va dire, du playbook, c'est une classe. Le truc, c'est que c'est pas vraiment une classe, c'est plus que ça. Le playbook, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va vous ajouter des moves. En fait, dans le PBTA, vous avez des moves communs de base que tout le monde a. Ok. Donc on en a parlé, défier le danger, tout ça, c'est des trucs que tout le monde a dans votre groupe. Mais avec votre playbook, vous allez avoir des moves supplémentaires. Okay, donc ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux triggers à surveiller. Votre personnage va avoir des nouveaux triggers, genre par exemple, le Heavy, ça va être écrit lorsqu'il se moque de son adversaire au milieu du combat après que le sang ait déjà été versé, par exemple. Vous voyez, c'est un truc assez précis dans la fiction. Alors ce move s'active. Le move, par exemple, d'intimidation plus, quoi, qui est super fort, du gros bourrin. Donc ça, c'est une première chose à surveiller, c'est les moves supplémentaires du Heavy. Mais aussi, votre playbook, il va vous donner des questions chargées, on y reviendra après, qui vont aider à préparer, dans les premières sessions, à installer un petit peu l'histoire qu'on va raconter. J'y reviendrai après. Et le truc que j'aime... alors, il y a probablement d'autres trucs que j'oublie un petit peu sur les playbooks, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le truc, moi aussi, que j'aimais pas trop dans comment dire, la première fois que j'ai joué au PBTA, c'était que
sur votre playbook, vous allez aussi avoir plein d'infos, de questions qui sont posées sur votre personnage. Genre l'alignement, son origine, etc. Et je trouvais qu'en fait, du coup, les playbooks fermaient pas mal le jeu. Et en fait, Donjons et Dragons, vous voyez, pour moi, c'est un jeu un peu de tous les possibles, on va dire, en termes de... C'est le McDonald's de la fantasy. Et du coup, quand j'ai vu dans Dungeon World comment les playbooks refermaient un peu le truc sur le papier, je me disais, ah déjà, je sentais que au niveau de... J'avais l'impression qu'en fait, on mettait nos personnages sur des rails. Et il y a un petit peu de ça avec le playbook, mais probablement moins fort qu'on le pense. Et c'est juste que dans Donjons et Dragons, les personnages sont tellement pas... comment dire, il y a tellement ce côté, le monde il est gigantesque, on sait pas ce qu'on va foutre, il y a 1 milliard de monstres différents, etc. Que moi, dans mon délire, Dungeon World, c'est ce côté, vous jouez dans un méga bac à sable où on sait absolument pas ce qui va se passer. Pour moi, c'est ça l'ADN de Donjons et Dragons. En vrai, ce n'est pas ça, Donjons et Dragons. Qu'on s'entende bien, Donjons et Dragons, c'est plutôt un jeu où on va faire du combat tactique, où on va aller dans des donjons, etc. etc. Et c'est le fait qu'on compense autour qui fait qu'en général, on se retrouve à jouer plein d'autres choses différentes. Mais moi, dans ma tête, dans le concept Shadow Dark, etc. et tout, et ce côté, on sait pas du tout où on va aller et on a des règles simples pour essayer de faire un peu tout. Vous voyez ? C'est pour ça que moi, quand j'ai vu dans Dungeon World, paf, paf, le guerrier, quand il fait ceci, quand il fait cela, ça fait ça et tout, on doit choisir un alignement parce que si on a respecté notre alignement, on gagne un XP et tout. Tout ça, moi, je trouvais ça lourd et allant en contradiction avec ce que j'avais envie de faire tard à l'époque. Tout ça pour dire que les playbooks sont conçus aussi pour venir être des cadres, encore une fois, de la fiction. Ce ne sont pas juste des listes de capacités spéciales, comme dans un jeu Mechanic First. C'est pas des listes de nouveaux boutons que vous pouvez activer pour être plus fort, etc. Ce sont des cadres, enfin des trucs qui vont venir un peu influencer la fiction de toute l'histoire, en fait. Parce que non seulement les questions chargées qui vont vous être posées et les moves que vous avez vont impacter votre histoire, votre background, etc., vont vous guider dans la création de votre personnage, mais aussi, ça va influencer, grosso modo, toute l'histoire que vous allez jouer ensuite. En gros, un autre bon exemple, c'est que dans un contexte Donjons et Dragons, par exemple, le MJ pourrait avoir prévu un donjon. Il a prévu son donjon, de son côté. Les PJ choisissent leur classe, et ils viennent affronter le challenge qui est ce donjon. C'est ça le cœur du jeu, c'est de surmonter le challenge. C'est un jeu basé sur les challenges. Et donc du coup, que vous soyez un druide, un guerrier, un voleur ou quoi que ce soit, quand vous arrivez devant le donjon, ça change les outils que vous avez pour surmonter ce challenge, et ça change pas le donjon, les questions qu'on va se poser sur le donjon, etc. etc. Le donjon préexiste et vous attend. Dans un jeu Powered by the Apocalypse, il y a beaucoup plus de chances que la campagne dépende, vu qu'on est en train de... On est plus dans le mode on va créer une histoire au fur et à mesure, il y a beaucoup plus de chances que la campagne tourne partiellement autour du playbook de votre personnage. Le fait que vous choisissiez de prendre un personnage qui s'appelle le Heavy, qui est une grosse brute, ça va pas juste faire que votre personnage va être plus fort en combat, ça va être le cas, mais ça va aussi faire que l'histoire va plus tourner autour du combat. Le fait que vous choisissiez le Marshal, qui est un chef de la milice, ça vous donne ça va potentiellement vous aider parce que vous avez des suivants et tout, auxquels vous pouvez donner des ordres, mais ça va aussi dire que l'histoire va aussi plus se porter sur une relation hiérarchique avec vos hommes. C'est-à-dire que les playbooks sont déjà chargés un petit peu d'un trope. Donc ça c'est... Voilà, ça c'était un truc qui me gênait un peu, parce que étant depuis toujours, à différents degrés en fonction de la période, avidement à la recherche d'outils, etc., pour pouvoir un peu tout faire en jeu de rôle, vous voyez, cette sorte de fantasme, eh bien, les PBTA, je trouvais que dans la mécanique pure du playbook, il y avait moins de choses à en tirer parfois, parce que c'était un peu plus... ça tournait un peu plus autour de trop, c'était un peu plus intriqué, on va dire, en termes de présentation. Là où vous voyez un système, on va dire, un système de course-poursuite, je peux le prendre d'un jeu et l'emmener dans un autre. La structure des PBTA fait qu'on n'a pas de système de course. On a des systèmes pour résoudre des moments précis de la fiction, mais ça n'est pas autant présenté sous la forme de mini-jeux. Dans d'autres jeux, une course-poursuite, c'est un mini-jeu différent d'un combat, différent de construire son château ou je sais pas quoi. Ce sont des mini-jeux différents. Dans un PBTA, toutes les mécaniques sont des moves qui sont censés s'insérer dans l'histoire qu'on raconte sans la faire discontinuer et qu'on se dise que d'un seul coup on joue à un jeu différent. Donc c'est vraiment des approches qui sont pas les mêmes.
Et du coup, dans le PBTA, il y a un petit peu un côté, tu prends tout ou tu prends rien. Alors après, tu peux écrire des nouveaux playbooks, etc. Du coup, c'est beaucoup plus de design, quoi. C'est moins modulaire, je trouve, de prime abord, en tout cas. La vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Je vais essayer d'écourter un petit peu, parce qu'il y a plein... Je m'étais noté des trucs, mais honnêtement, ils sont un peu secondaires. On est déjà allé assez profond. Vu que mon but, c'est entre autres de préparer les vidéos, peut-être viendront sur Stone Top, on pourra voir des trucs. Mais je pense qu'il reste un concept assez central du PBTA, qui sont les questions chargées. Donc une question chargée, en gros, vous allez en trouver plein dans vos jeux PBTA, et je pense que, à côté des moves, qui changent de PBTA en PBTA, et qui sont plus ou moins bien écrites d'un PBTA à un autre, plus ou moins intéressants. L'autre truc à regarder un peu dans un PBTA, ça va être ces fameuses questions chargées. Et pour moi, dans Stone Top, elles sont vraiment, de ce que j'ai vu pour le moment, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Donc il y a à la fois la qualité de la question en elle-même, mais ça c'est très dépendant de votre partie, vous allez voir pourquoi dans un instant. Mais il y a aussi la quantité d'exemples de questions chargées qui est vraiment ultra fournie dans Stone Top, et qui me fait me dire que ça a l'air vraiment super bien. Donc une question chargée, en gros, c'est une question qui va se poser à un moment à la création de personnage ou parfois au cours du jeu. Donc au moment où vous avez créé votre personnage, par exemple sur votre playbook, ça va être écrit si vous, je sais pas, vous êtes un personnage qui vient d'un culte, quel est votre dieu et quel est son domaine? Vous allez répondre à cette question. Donc ça par exemple, ça va établir que ce dieu existe et on va mettre quelques détails dessus. Ça, c'est une question qui n'est pas des plus intéressantes, vous voyez. Et donc vous allez avoir une succession de questions comme ça. Alors, ce que ça va permettre, c'est de préparer la partie. Donc aussi, il faut comprendre que dans un PBTA, souvent, il y a besoin d'une forme de session zéro parce qu'on va répondre à pas mal de ces questions pour installer le truc et donner matière au MJ à préparer pour la prochaine fois. Mais c'est déjà un jeu en soi de faire ça, c'est ça qui est rigolo. Et c'est la procédure de répondre aux questions est plutôt fun. On va y répondre ensemble, ça va créer une conversation entre PJ et MJ, donc on est déjà en train de jouer. Souvent, ça va nous servir du coup à présupposer certaines choses, à créer de la fiction, des éléments autour desquels on va pouvoir jouer, ou même des relations entre les personnages et leur environnement. Par exemple, dans Stone Top, on a un village, donc une question, ça pourrait aussi être quelle est la place du culte de votre dieu, toujours sur un playbook d'un personnage qui est un dieu, dans le village. Mais les deux exemples que j'ai pris à dessin, j'en ai pris des pas très bons, c'est pas des questions hyper chargées, vous voyez. Sur le papier, c'est très cosmétique. Une question comme « Quel est ton dieu ?» c'est hyper ouvert. Donc ça laisse beaucoup de chance à avoir une réponse pas hyper intéressante, ce qui est pas grave en soi. Mais si on devait faire un comparatif, par exemple dans D&D, la création de personnages, on va te dire « Vas-y, tu choisis une origine et une classe ». Et ensuite, on va te dire, par exemple, c'est moins vrai aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de guidelines et tout pour créer son personnage et tutti quanti. Mais en gros, on va te dire, et si tu veux, tu peux faire un background, quelle est ton histoire? Et là, ça peut partir dans toutes les directions. Donc déjà, ça peut nous éloigner de la proposition de jeu. Donc une première caractéristique un petit peu des questions chargées, c'est qu'il faut y répondre un peu en écho avec la proposition de jeu quand même. Et en général, si elle est bien écrite, elle va venir appuyer cette question chargée certains thèmes qu'on a envie de voir parce qu'on a choisi de jouer à ce jeu spécifique. Par exemple, dans un jeu de super-héros, il devrait y avoir pas mal de questions chargées sur nos pouvoirs et ce que ça provoque chez nous au quotidien, ce que ça change dans notre quotidien pour créer justement des enjeux. Par exemple, une bonne question chargée dans un jeu de super-héros, je sais pas, ce serait comment se manifeste ton pouvoir et quelles habitudes as-tu prises pour essayer de cacher ce pouvoir? Donc là, comment se manifeste ton pouvoir, c'est un peu cosmétique. Et quelles habitudes as-tu prises pour essayer de cacher ton super-pouvoir au quotidien quand tu es dans ton quotidien de personne normale? Eh ben, ça vient donner 2-3 petits détails sur lesquels le MJ va pouvoir rebondir pour venir créer les complications, venir un peu casser, challenger ce système qui a permis de cacher le pouvoir jusqu'à maintenant, vous voyez. Ça, par exemple, c'est un peu plus chargé, c'est peut-être un peu plus intéressant. C'est comme pour le culte, là, si on retourne sur l'histoire du personnage qui est un cultiste et qui est un dieu, potentiellement, la question chargée, ça pourrait plutôt être quelque chose du type « Quel est ton dieu ?» et qu'est-ce qu'il réclame de toi que tu fasses chaque jour? Ça, c'est déjà plus chargé, parce que ça implique que, par moment, il se pourrait bien que si on s'est posé cette question, il y ait des situations où on se dise, ça veut pas dire qu'on doit tout le temps y penser, hein, parce que le fait de répondre aux questions chargées va créer plein de détails différents. Ensuite, ils vont peut-être pas tous être autant appuyés les uns que les autres, hein, sinon ça peut vite devenir ouf. Mais ça veut dire qu'on a un nouveau levier narratif, du genre se dire, ok, en fait là, ça fait quelques temps que le joueur
enfin, que le personnage de mon joueur, qui est un cultiste, n'a pas vraiment l'occasion de faire les rites qui sont censés lui permettre de garder sa connexion avec sa divinité. Et donc, je pourrais très bien, prenant ça en considération, à un moment donné où il veut faire appel à ses pouvoirs, il commence à décrire qu'il veut faire appel à ses pouvoirs, ne pas trigger tout de suite le move en disant par exemple, tu sens que tes pouvoirs, t'as du mal à faire appel à eux et que t'as perdu quelque chose de ta connexion avec ta divinité, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, comme il n'a pas continué d'entretenir sa relation avec sa divinité, entre guillemets, en tant que MJ, il me donne une sorte d'occasion en or, potentiellement, de venir lui mettre des bâtons dans les roues sur ce point précis. Des questions assez classiques qu'on peut trouver dans les playbooks. Là, on parle de questions encore sur les playbooks, mais c'est pas forcément que dans les playbooks. Hein. Mais ça peut être, par exemple, très simplement, lequel des autres personnages de ton groupe te doit une faveur et pourquoi? Ou bien, quel personnage a failli mourir à cause de toi et comment vis-tu avec ça? Ou qui autour de cette table représente pour toi un espoir pour le village que tu n'arrives pas encore à formuler? Enfin, voilà, c'est des questions, en fait, qu'on va se poser. C'est beaucoup un jeu... Ça, c'est un peu lié au côté jouer pour voir ce qui va se passer, dont on parlait au tout début. Ça, c'en est un peu une traduction mécanique. C'est-à-dire que on va poser des questions, beaucoup dans un PBTA, et on va jouer pour essayer d'en trouver les réponses, mais les questions vont venir un petit peu en amont. Encore une fois, ça peut être un petit peu différent d'un dispositif de donjon. Quand vous êtes dans un donjon, vous avancez, vous tombez sur des problèmes, des sortes de puzzles, de situations que vous essayez de résoudre. Dans un PBTA, des fois, on part déjà avec des questions en tête auxquelles on va chercher réponse. Du coup, ça va probablement faire tendre un peu la fiction dans cette direction, sans pour autant faire une mécanique ultra précise. Par exemple, si on avait voulu faire en sorte que le jeu soit spécifiquement fait pour répondre aux questions, quoi qu'il arrive, et qu'à la fin on ait la réponse à toutes les questions, peut-être, déjà, on essaierait de faire en sorte qu'il y ait moins de questions pour avoir un focus plus fort. Et aussi, par exemple, on dirait, à chaque fois que vous répondez à une de ces questions, gagnez un XP, quoi. J'en sais rien. Mais en termes de design, voilà un petit peu un des trucs. Et les questions peuvent aussi venir en cours de jeu. Par exemple, le MJ, plutôt que de décrire à un moment précis, vous arrivez dans un village, il est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et puis on continue de jouer, peut-être il aura préparé quelques questions qu'il va poser au PJ pour ajouter des détails au village. Et la manière dont vont être écrites ces questions, eh ben, va les rendre plus ou moins chargées, encore une fois, parce que si vous posez la question de quelle couleur sont les fleurs du village, c'est pas forcément hyper chargé. Qu'on s'entende, c'est très cosmétique. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise question, mais c'est pas une question chargée. Tandis que si vous dites... Si par exemple on a établi que les PJ sont déjà venus dans ce village par le passé, mais on n'a pas créé tous les détails autour de ce village, bah potentiellement, le MJ, au lieu de dire « t'arrives dans le village et tu te rends compte que Bernard, que tu connaissais, n'est pas là », donc un PNJ qui vient d'inventer, hein, il va dire « tu fais le tour du village, t'as beau frapper, tu traverses les rues et tu es étonné. Quelqu'un que tu connais dans ce village n'est pas là, ça ne te semble pas normal, qui est-ce ?» Là, le joueur va peut-être construire quelque chose qui va commencer à pousser un petit peu plus l'intrigue dans une direction. Le MJ veut qu'on joue, potentiellement, il envoie le signal, je veux qu'on joue la disparition de quelqu'un, mais il envoie aussi le signal de, je sais pas encore exactement qui est ce quelqu'un, et si tu me dis qui c'est, peut-être que ce sera un petit peu plus intéressant pour ce qui va venir. C'est un peu ça l'idée des questions chargées, et du coup, ça veut dire que dans des PBTA aussi, bah, quand vous allez avoir... Ça existe parfois un peu un scénario, un template, un semblant de monde de PBTA, vous voyez, ça peut se présenter, mais souvent il va plutôt se présenter sous forme de questions, et ça, c'est un des trucs les plus incroyables du jeu Stone Top, c'est que vous avez un livre de 600 pages avec un peu l'univers de Stone Top, il y a quelques idées un petit peu qui sont présentées, mais on vous dit, au début, ce monde, faites-en le vôtre, modifiez ce que vous souhaitez, etc. Évidemment, ce qui est écrit dans ce livre n'est pas un scénario prédéterminé. Évidemment, ça, vous l'auriez retrouvé dans n'importe quel jeu de rôle, potentiellement. Mais là, c'est appuyé par le fait qu'à chaque fois que vous allez dans un des sujets du bouquin, par exemple, je sais pas moi, les faits, vous allez avoir une liste de 20 à 30 questions chargées différentes que vous pourriez poser sur les faits pendant votre partie. Questions que vous pourriez vous poser, bien sûr, en amont de la question. Ces questions chargées ne sont pas obligées d'être posées aux joueurs. Honnêtement, elles peuvent vous inspirer en tant que MJ si vous avez envie de prep des trucs et d'établir des choses. Vous avez le droit, c'est pas interdit dans un PBTA. Un PBTA, c'est pas... On invente l'histoire dans tous les sens et tout le monde a autant d'autorité narrative, etc. Votre prep peut avoir une autorité narrative supérieure quand même sur certains points dans un PBTA. Mais elle ne devrait pas tellement se porter sur des événements trop précis, des successions de choses qui vont devoir être faites pendant le scénario. Par exemple, je prends un exemple, si vous deviez rédiger... Si vous vous dites, ma prochaine session,
C'est les PJ doivent, je sais pas moi, défendre leur village. Vous pourriez créer en fait une sorte de succession de questions ou de conditions auxquelles les PJ doivent trouver des réponses, etc. avant que la bataille finale n'arrive. Les poser sur la table et dire on va jouer ça. Mais en mettant des questions ouvertes, etc. ou des situations ouvertes, vous allez essayer en fait de favoriser une forme d'émergence, voilà, qui encore une fois n'est pas l'apanage du PBTA, mais le PBTA va proposer plus d'outils formalisés pour cadrer tout ça. Et notamment ces fameuses questions chargées, qui si elles sont bien écrites, en fait, vont probablement produire un jeu plus intéressant que de poser la question sur la couleur des fleurs. Donc ça peut aussi, d'une certaine façon, être une manière de préparer qui s'importe dans n'importe quel jeu, hein, encore une fois, ces questions chargées. C'est-à-dire que, au lieu de préparer en dur tout ce qui se trouve dans votre donjon, vous pourriez vous dire, moi j'ai envie aussi de découvrir pas mal de choses de ce donjon, de ne pas y réfléchir trop à l'avance, mais il y a des thèmes que je veux voir, et donc je vais réfléchir aux bonnes questions pour mettre en valeur ces thèmes. Par exemple, si vous avez envie de jouer des fées, vous voyez, souvent les fées, elles proposent un peu des pactes, des deals avec nos héros, et potentiellement, il y a plusieurs approches que vous pourriez avoir en termes de préparation. C'est-à-dire que vous pourrez vous dire en tant que MJ, je vais choisir à l'avance ce que la fée va demander à mon PJ. Genre elle va dire, très bien, je t'aide, mais si tu me donnes ton épée. Ça, c'est une manière de faire. Mais du coup, potentiellement, ça va plus, si vous faites exprès d'aller choisir un truc vraiment auquel le PJ tient à fond, ça va sembler potentiellement un petit peu plus contraint. Il y a peut-être plus de chances que ça escalade la violence parce que votre PJ veut absolument pas donner l'épée à laquelle il tient et tout. Ça peut arriver dans un PBTA de faire ça. Par exemple, sur un 6 mois, vous négociez avec la fée. Vous savez que vous allez devoir lui donner un truc. Vous faites un 6 mois, le MJ il peut faire un hard move et dire le seul moyen que tu arrives à convaincre la fée à partir de maintenant, c'est de lui donner ton épée. Qu'est-ce que tu fais? Et si tu lui refuses, elle va refuser tout de suite aux négociations. Ça, c'est un hard move. Mais si, en amont même de l'approche des fées, vous vous dites ok, moi je sais que j'ai envie de jouer des scènes où on va dealer avec des fées, vous voyez? Et j'aimerais bien que mes PJ ils mettent le doigt dans l'engrenage et qu'ils engagent un petit peu avec ce genre de scène, vous pourriez très bien vous dire, si c'est mes PJ en partie qui décident du genre de deal qu'on fait avec des fées, moi derrière je peux retourner un peu leur idée contre eux, mais au moins ils se sont engagés en avance. Donc au moment même où ils vont rentrer dans la pièce pour parler avec la fée, ou avant même d'aller à la rencontre de la fée, vous pouvez leur poser des questions du genre, vous pouvez leur dire, les fées aiment aiment, lors de leur deal, demander un véritable sacrifice. Quel genre de sacrifice vont-elles demander? Vous avez entendu une histoire récemment de quelqu'un qui allait chez les fées. Quel genre de sacrifice a-t-il dû faire? Ou alors, qu'est-ce que cette fée, d'après les légendes, aime demander comme contrepartie pour pactiser avec elle? Et donc là, il y a un PJ qui pourrait avoir une idée, et potentiellement, en fait, il va donner au MJ l'arme, il va lui donner le flingue. Chargé, question chargée. Il va lui donner le flingue chargé, il va lui dire « Ok, moi je pense que les fées, en général, les objets, ça les intéresse pas. Ce qu'elles veulent, c'est des gens. Elles veulent des enfants, elles veulent ton amant, elles veulent la personne à laquelle tu tiens le plus. C'est ça la légende. Et donc quand on va aller devant la fée et qu'elle va demander « Très bien, mon garçon, je vois que tu veux obtenir de moi un peu d'aide. Mais avant cela, j'ai l'impression que... tu as oublié quelque chose à l'entrée de mon repère. Mon ancêtre, qui n'a pas osé rentrer dans cette pièce. C'est lui que je veux. Pourquoi me le refuses-tu? Pourquoi ne me l'as-tu pas amené, toi qui sais bien informé? Toi qui sais ce dont j'ai besoin pour t'aider. Bon, vous voyez le délire. Ça peut être ça, en gros. Et du coup, là, ce que ça va faire, c'est que ça va, concrètement, dans le truc social du jeu un petit peu, le message que vous envoyez, c'est « Je veux... vous amenez le thème, j'aimerais qu'on joue autour de ces pactes qu'on va faire avec les fées. Mais je vous laisse une marge un petit peu sur ce que vous voudriez voir dans l'histoire en termes de pacte avec les fées. Et quand on arrivera, on aura un petit peu préparé le terrain. Tandis que si vous dites rien sur les fées, qu'on peut rien savoir sur elles, et qu'elles proposent un pacte que de manière obvious les PJ vont refuser, potentiellement ce que ça va créer comme dynamique, potentiellement j'entends. Encore une fois, on parle de design, on ne parle pas de... Ça va forcément provoquer ça. Eh bien, ce que ça va passer, ce que ça va peut-être envoyer comme message, c'est on doit tuer la fée. En fait, le truc qu'elle nous demande, bien sûr qu'on va refuser, on est obligé de la fumer pour réussir le scénario. Ou peut-être que, encore plus mal interprété potentiellement, on pourrait se dire ah, le MJ il est méchant avec moi. Bon, ça c'est un peu le niveau le niveau où on peut un peu manquer de maturité ici, n'est-ce pas? Mais voilà,
ça fait... je voulais vous amener à la réflexion sur les questions chargées. Moi, ce que je trouve excellent dans Stone Top, par exemple, c'est que le monde est rempli de thèmes et rempli à ras-bord de questions qu'on pourrait se poser sur ces thèmes. Ce qui fait qu'en fait, quand vous prenez le setting de Stone Top, vous vous dites pas... On est juste parti pour inventer un monde au fur et à mesure complètement et ça va probablement partir dans des directions qui m'intéressent pas du tout parce que vous êtes outillés. Le thème est fortement marqué. Quand même. Enfin, pas le thème, mais le contexte, etc. On joue dans un âge de fer. On est là pour protéger notre village. Si on le fait pas, on joue pas à Stone Top, en fait. Et etc., etc. Et il va y avoir potentiellement des faits. Il va potentiellement y avoir des machins et tout. On n'est pas en train d'inventer nos menaces, genre en mode « Qu'est-ce qui menace ton village ?» Et là, le PJ, il dit des extraterrestres. Bah non, c'est qu'est-ce qui, dans la forêt voisine, vous terrifie depuis qu'on vous a raconté une légende sur les faits. Enfin, c'est très mal formulé là, dans l'immédiat. Mais vous comprenez que ici, il y avait une expression qui était très bonne dans la vidéo de review de Queen. Je sais plus comment ça s'appelle. La vidéo qui m'a fait découvrir Stone Top, c'est il dit le bouquin d'univers, c'est commun à tous les PBTA, mais dans Stone Top c'est particulièrement vrai parce qu'il y a énormément, vraiment énormément de matos pour ça. Ce qui vous amène, c'est un dessin. Il y a un dessin un peu qui est déjà fait du monde. Il y a des lignes, vous voyez. Et les questions chargées, etc., c'est un peu les crayons de couleur que vous donnez à vos PJ pour venir colorier entre les lignes. Ils vont pas casser le dessin complet du monde si on se pose les bonnes questions. Mais ils vont lui apporter une couleur qui va faire que chaque partie, chaque table va jouer quelque chose de complètement différent. Contrairement potentiellement à un scénario ou une campagne qui va changer un petit peu plus sur les détails, à moins qu'on accepte de complètement le faire exploser. Là, le dispositif, la manière dont c'est présenté, amène ce côté, c'est un dessin dans lequel on va colorier. Et il disait aussi un truc que je trouvais plutôt cool comme métaphore, c'est en coloriant, on va se rendre compte du dessin. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas besoin d'avoir tout le dessin à l'avance. Vous pouvez leur filer le livre de l'univers, mais je pense qu'il y a aussi un truc un peu agréable à ne pas savoir exactement tout ce qui nous attend dehors de Stone Top pour avoir ce côté découverte. Mais au moment où le MJ va nous poser une question genre « Qu'est-ce qui vous a toujours empêché de traverser ce col ?» Et ben là, tac, on a une ligne qui vient de se tracer. Ce col, c'est un truc insurmontable. Ça nous ramène au fait qu'on est enfermé dans la vallée depuis longtemps et qu'on n'a jamais su ce qui se trouvait de l'autre côté de ce col. Mais qu'est-ce qui nous bloque précisément ? Ça, la question est envoyée au PJ et ça peut être un énorme bloc de glace, il va falloir le faire fondre. On amène un thème du froid ou je sais pas quoi. Ça peut être un mur. Ça peut être juste des superstitions. Ça peut être un monstre. Vous voyez, on peut jouer autour de ça, mais on va quand même jouer ce trope de le col infranchissable, la terre interdite vers laquelle on n'a jamais pu aller. Voilà, ça c'est un peu les structures qui vous sont proposées. Potentiellement avec des questions chargées intéressantes et tout. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai beaucoup trop parlé et j'ai une vie en fait à mener là, ça ne va pas du tout. Mais je vais conclure avec un petit truc genre sur par où commencer avec les PBTA si vous en avez jamais fait peut-être. Moi je sais que au début, quand j'ai joué à Dungeon World, j'ai pas du tout cranté. Notamment parce que j'ai pas cranté avec la proposition qui en fait me renvoyait dans la tronche vraiment, voilà en fait c'est ça Donjons et Dragons. Alors que moi, ce que j'aimais bien dans Donjons et Dragons, ou la plupart des jeux de rôle auxquels je jouais, c'était m'en servir comme des boîtes à outils pour faire à peu près ce que je veux avec mes joueurs, ma proposition que j'ai envie de créer, etc. Les jeux PBTA arrivent avec une proposition assez précise. Donc ça, c'est un premier truc qu'il faut surveiller. Si t'aimes bien le dungeon crawl de D&D, etc., par contre, Dungeon World, je pense que c'est pas mal. Ensuite, un autre truc qu'il faut se dire si vous débutez, c'est que il y a de la tactique, je pense, dans le PBTA, qu'on voit pas forcément au début. Une forme de tactique qui, honnêtement, peut faire penser à de l'OSR. C'est-à-dire que, dans l'OSR, si on applique bêtement dans les combats attaque, ça marche pas... Enfin, ça marche, hein, mais c'est... du coup, on s'en remet beaucoup au hasard. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décrire ce qu'on fait, de gagner des avantages pour gagner un meilleur positionnement fictionnel en OSR. Ce qu'on appelle un peu le player skill. Mais c'est très peu encadré, c'est beaucoup entre les mains du MJ. Là, dans le PBTA, on retrouve quand même toutes ces histoires de positionnement fictionnel dans la structure, mais ça se fait plus par la compensation, quoi. C'est supporté par les règles. Et donc, il peut y avoir une forme de tactique. Néanmoins, vous n'allez pas retrouver du crunch. Vous allez moins retrouver, je pense, le côté combo, créer un build pété, combiner 50 000 objets, etc. Un autre truc que beaucoup de PBTA font pas énormément, c'est
des longues progressions de campagne. En tout cas, c'est le témoignage que j'en ai reçu, c'est que beaucoup de PBTA, finalement, on joue 5, 6, 7, 8 sessions et on finit par s'arrêter. Je suis pas sûr que ce soit forcément ancré dans le design même du jeu que ça se fasse comme ça, mais il y a quand même cette tendance-là. Après, j'aurais tendance à vous dire que c'est le cas aussi de beaucoup d'autres jeux. Moi, honnêtement, la majorité de mes campagnes, on se faisait la remarque récemment, finissent à 10 sessions. Il y a plein de gens, ils jouent que des one-shots, etc. Donc ça devrait pas vous décourager non plus, je pense. Par contre, Stone Top, j'ai lu dans le bouquin qu'il se présente comme un jeu qui est censé nous permettre de jouer plus loin que les autres PBTA. Et donc ça, j'ai hâte de voir à quel point. Encore une fois, je pense que le jeu ne décide pas pour vous si vous jouez longtemps ou pas, à moins que ce soit un jeu littéralement écrit en 3 actes. Mais j'ai envie de voir à quel point, oui, la mécanique permet ça. Et même, il y a des gens qui témoignent qu'ils ont fait des campagnes d'un an où ils jouaient quand même beaucoup. Même le mec de Queen's Quest, voilà, j'ai retrouvé la vidéo, disait que sa partie de Stone Top, elle a duré, je crois, autour d'une vingtaine de sessions. Donc, voilà. Ensuite, il faut comprendre que même si tout ceci semble être une mécanique bien huilée, une sorte de montre un petit peu, etc., ça reste un jeu de rôle. Certains moves vont moins vous parler, vous allez moins bien les comprendre. En général, il faut essayer de les appliquer à la lettre dans un premier temps, mais peut-être vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose sur lequel vous butez, ça casse le rythme, etc. Et je pense que effectivement, plus que pour certains autres systèmes, enfin, en gros, si vous n'avez jamais fait un PBTA, il est très probable qu'au début, votre partie soit ralentie. C'est pas grave en soi, mais si votre objectif c'était vraiment seulement la narration, pas de mécanique, pas de méta, tout ce genre de trucs, mais si vous êtes dans ce délire-là, évidemment, les PBTA vont prendre une certaine place dans la conversation. Par contre, je dirais que une différence potentielle entre le PBTA et par exemple Pathfinder, ou un gros jeu crunchy mécanique, c'est que dans le PBTA, normalement, vous allez quand même beaucoup raconter l'histoire. Et parfois, il va y avoir des sortes de moments où vous allez devoir vous arrêter pour un peu étudier le move, notamment durant les premières sessions, pour essayer de le capter un petit peu mieux et tout. Puis finalement, à la fin, vous jouerez avec une interprétation de votre move. Vous pouvez même le modifier, honnêtement. Le jeu propose de modifier des moves. Enfin, faites à votre sauce. Mais il va y avoir ces moments de pause, probablement. Surtout si les joueurs non plus ne sont pas habitués au PBTA, etc. Parce que vous allez devoir peut-être un petit peu expliquer et tout, s'ils se posent des questions. Mais la différence, c'est que vous allez quand même, normalement, beaucoup parler de la fiction. Et vous interroger sur la fiction, puisqu'on va beaucoup interroger le positionnement fictionnel pour savoir est-ce que c'est le bon move et tout. On va se dire, ah, t'as quand même ton épée, t'es quand même bien positionné. C'est ce genre de conversation que vous allez avoir. Et donc pour moi, on parle même si on n'est plus forcément dans la narration même, on est encore en train beaucoup de parler de la fiction. Tandis que si, par exemple, vous jouez à Pathfinder, etc., les pauses que vous allez avoir, peut-être, vont être beaucoup plus de l'ordre d'une conversation que vous pourriez avoir lors d'un jeu de société, à dire, attends, est-ce qu'on peut pas utiliser boule de feu plus machin plus bidule, qui sont pour le coup beaucoup plus des conversations que vous auriez pu avoir autour de, je sais pas moi, une partie de Roots, de Gloomhaven et tutti quanti. L'autre chose, c'est que vos réflexes vont probablement être déstabilisés, et moi-même, c'était mon cas, c'est mon cas à chaque fois qu'en fait j'ai voulu, on va dire, jouer à un PBTA en me disant qu'il allait me permettre de faire un truc que j'avais en tête, il y avait cette petite friction. Les PBTA sont plutôt des jeux où, encore une fois, en tant que MJ, vous devez un peu plus laisser le jeu vous guider, au moins le temps de l'appréhender, et puis plus vous allez l'appréhender, il y a comme dans n'importe quel jeu de rôle, en fait, hein, comme dans n'importe quel jeu auquel vous jouez, il y a vous montez en compétence dans la maîtrise de ce jeu à chaque fois que vous y jouez. Et c'est comme dans les jeux OSR, quoi. Quand vous jouez à des jeux OSR et que vous passez de l'un à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, vous gardez un bagage que vous avez acquis en jouant à de l'OSR et vous le transposez de partie en partie. Ce qui fait cette facilité de passer d'un jeu à l'autre. Dans les PBTA, il y a un peu ce côté-là aussi. Plus vous allez y jouer, plus vous allez maîtriser le schmilblick. C'est comme plus vous allez jouer à des jeux un peu inspirés du basic system avec des descentes, des compétences et des machins, ou plus vous allez jouer sans aucun système de règles, ou avec des règles ultra légères à des jeux hyper light minimalistes, plus vous allez développer des capacités en fait à jouer dans ces styles de jeu-là. Et donc ça, clairement, je pense que c'est un des trucs qui peut être un peu bloquant au début, évidemment. Voilà, j'en termine ici. Donc les jeux Powered by the Apocalypse sont une famille de jeux de rôle qui suivent une sorte de design particulier, avec une manière particulière de penser le jeu de rôle. C'est pas une question de est-ce que c'est moins bon ou meilleur, c'est différent. J'enfonce des portes ouvertes. Par contre, un truc quand même que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, vous allez parfois voir des gens vraiment se prendre la tête sur
c'est quoi la meilleure école de jeu de rôle, etc., etc., peut-être que vous allez vous enfermer dans un truc. Moi, honnêtement, je vous inviterais, même si vous l'assumez pas, parce qu'au fond de vous, vous dites « Ouais, je suis plutôt un joueur de... » Prenez un PBTA. En plus, on a plein de gratuits en PDF. Allez regarder ce que c'est. Et parce qu'en vrai, au-delà de toutes les mécaniques et tout, je trouve qu'il y a plein de questions qui ont été pensées dans ces jeux et qui permettent de nourrir votre pratique du jeu de rôle. Moi, honnêtement, il y a eu un avant-après Dungeon World, même si j'ai joué trois parties de Dungeon World. Alors, j'ai joué aussi, je pense à d'autres jeux. J'ai joué à World of Dungeon. Quand j'ai découvert Dungeon World, j'y ai joué, ça m'a pas vraiment plu, mais par contre, le lire sur comment faire avancer la fiction, des questions intéressantes à se poser, etc., c'est des idées que j'ai gardées avec moi. J'ai pas forcément travaillé beaucoup plus dessus que ça, finalement. Dans les jeux que je fais, j'utilise pas tellement les questions chargées, par exemple, mais je m'en sers parfois. Donc c'est pas un outil que j'utilise à fond. Ces dernières années, j'ai fait énormément plutôt de jeux OSR, mais les petites questions chargées sur certains moments, je m'en suis servi quand même. Cette conscience un petit peu de la nuance, des difficultés, etc., avec différentes propositions, genre qu'est-ce que vous pourriez faire comme move de MJ? Séparer votre groupe, attaquer son équipement, faire du foreshadowing d'un truc qui va arriver, frapper là où ça fait mal, etc., les différents curseurs. Enfin, en fait, ça formalise beaucoup de choses qui sont vraiment très, très intéressantes. Donc voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez encore des doutes, moi, honnêtement, je vous conseille d'aller jeter un œil à un jeu powered by the Apocalypse. Vous aurez des PDF gratuits, très facilement. Je crois. Peut-être que je dis de la merde, en fait. Peut-être que je dis n'importe quoi. Peut-être que dans toute cette vidéo, j'ai dit n'importe quoi et que vous avez perdu votre temps. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et gardez vos esgourdes ouvertes parce que si je reviens à parler de Stone Top, là, j'ai ma partie qui arrive. J'ai le sentiment que ce jeu, il va percuter. On le saura prochainement. Merci encore. C'est bientôt que je vais quitter, mais je reste encore un petit peu parce que je cherche quoi dire pour la fin. Trace sa route. Et sa route, c'est un cercle. Il tourne comme l'Ouroboros. It's a circle of life. It's a ring of fortune. Whoa. Là où l'infini de ce cycle éternel. C'est l'histoire du jeu de rôle. Pom, pom, pom.